Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Le 19 juillet 2010, la saison 1 de la cellule enregistrait un podcast avec Christophe, Frédéric, Fabien sur le jeu de rôle indépendant. Aujourd'hui, on a perdu Christophe, mais aujourd'hui, Buckley, donc. on a Christophe Buckley. Et aujourd'hui, on a la chance d'être avec Fabien Ilvine. Fabien, ça va à la pêche. Ouais. Et Frédéric Sintès. Et puis, salut. On va jouer aujourd'hui le deuxième round du jeu de rôle indépendant francophone. On va parler de l'indépendance. De ce que c'est. De ce que ça signifie. Pourquoi vous deux, vous avez fait ce choix. Bah, moi pourquoi aussi, je tu as fait ce choix aussi, ouais. Oui, voilà, mais là, pour l'instant, tu vois, je fais mon rôle de présentateur encore. Je sais pas encore. Oui, parce que là, on est tous les bien. trois auteurs de jeux de rôle indépendants revendiqués, et on a tous les trois publié nos jeux. Absolument. Ouais. Alors, ce qui n'était pas le cas dans la première saison. Tout à fait. Les jeux étaient encore en préparation. Voilà. Hein. Et là maintenant, c'est vrai qu'effectivement, la publication a été faite, le choix donc a été effectué en amont, et aujourd'hui, on peut même parler des premiers retours. Voilà. De ce que ça suppose, etc. Et puis, enfin, en tout cas, ma réflexion a bien évolué depuis. Donc, tout à fait. Parce qu'à l'époque, je me souviens que tu étais dans la position de celui qui posait les questions. Ouais, moi, j'étais pas trop sûr. Qui s'interrogeait. Voilà, ouais, t'étais pas trop sûr de. Alors oui, qu'aujourd'hui, tu es dans une position déjà beaucoup plus je suis décidé. certaine. J'ai publié mon jeu en indépendant. Affirmé. Donc, affirmé. Donc ma réponse, elle est là. Voilà. Et donc, Fabien, tu voulais commencer par. Alors, je crois qu'il y a un truc. Une définition. Ouais. Traditionnelle. C'est bien de commencer par une définition parce que malheureusement l'indépendance, comme beaucoup de concepts en jeu de rôle, est un terme qui est un peu galvaudé. Et il y a une définition qui est relativement claire de ce que c'est qu'un jeu indépendant. Un jeu indépendant, c'est un jeu dont l'auteur possède l'ensemble des droits d'auteur et des droits de distribution. Ouais. D'accord. Alors après, il y a donc cette définition a l'avantage d'être claire, d'être assez efficace. Donc il faut savoir que il peut y avoir l'auteur, ça peut être un collectif, et donc que voilà, ça peut être un peu plus complexe que ça, mais en tout cas cette définition permet d'assez bien répondre à ce que c'est qu'un jeu de rôle indépendant, même s'il y a parfois des dimensions qui sont un peu plus compliquées, par exemple dans le cas d'une traduction. Bon. D'accord. Est-ce que par opposition, tu pourrais nous dire ce qu'un jeu qui n'est pas indépendant? Un jeu dont l'auteur a vendu les droits d'auteur à quelqu'un d'autre. Ça peut être en général, c'est une structure ça peut être la Warner. Qu'on appelle un éditeur. Ça s'appelle la Warner. Mais enfin, pour le moment, j'ai pas vraiment d'exemple avec la Warner. Ce qui est important. Pourquoi cette définition là particulière de l'indépendance? Parce que ce que cette définition sous-entend, c'est que l'auteur est le seul maître à bord pour faire les choix artistiques et commerciaux de son jeu. Artistique, évidemment, c'est les droits d'auteur. Commerciaux, c'est les droits de distribution. Et ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne peut pas faire appel à une tierce personne pour faire du graphisme, de l'illustration, tout à fait. Même de la distribution, même pour avoir quelqu'un qui l'aide à développer son jeu, c'est-à-dire qui développe, aux États-Unis ils appellent ça editors. Mais ce qui est important, c'est que c'est toujours l'auteur qui est le maître à bord, c'est-à-dire que son œuvre, il maîtrise son œuvre de A à Z. Moi, je peux te dire, par exemple, que j'ai beaucoup travaillé avec mon illustrateur pour définir exactement ce que je voulais comme illustration. C'est-à-dire que c'est un processus sur lequel on a beaucoup travaillé, lui et moi. L'illustrateur de Monostatos, qui est très Sanden. Donc, je salue amicalement parce que vraiment son travail a été formidable pour le jeu, et il a vraiment donné une dimension que j'aurais jamais pu faire tout seul. Parce que toi, t'es pas du tout dessinateur. Ah non, vraiment pas. Non. Ce qui n'est pas le cas de Frédéric, par contre, qui lui dessine lui-même les illustrations dans Prosopopée. Tout à fait. Oui. Ouais. Donc toi, du coup, t'es encore plus indépendant que l'indépendant qui fait appel à un illustrateur, parce que tu fais tout. Oui. Vraiment, tu fais la cuisine, tu fais. Alors c'est vrai que j'ai peut-être un peu un syndrome orphelin de personne qui a envie de toujours tout faire tout seul dans ses projets. Mais non, en fait, voilà, je dessine depuis longtemps. Ouais. J'ai fait une école de beaux-arts, donc
puis, quitte à se voir dessiner, autant faire moi-même les illustrations de mes jeux, quoi. Et puis, bon, ce qu'il y a aussi, c'est que ton trait, pour le coup, correspond bien à ce que tu veux transmettre pour Prosopopée. Donc, oui. Là, Voilà. ça Et puis j'essaie d'adapter un peu mon trait en fonction du jeu lui-même. Donc, Sa zénitude absolue. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Fabien. Je continue à faire mon directif sur le podcast. Mais je t'en prie. De toute façon, éventuellement, j'aimerais ajouter dans la définition de l'indépendance, Frédéric, si ça te convient. Alors, ouais. Voilà, que on pourrait dire que l'indépendance est la même chose que l'auto-édition. La différence que l'auto-édition est souvent un terme péjoratif de quelqu'un qui ne trouve pas un éditeur, et donc qui se reporte par dépit sur l'auto-édition. Alors que pour moi, l'indépendance, c'est davantage un parti pris, un choix en amont, c'est-à-dire la volonté de... Alors, pour le coup, Fabien, moi je peux dire que c'est pas un choix par dépit, parce que t'as eu plusieurs éditeurs j'ai eu plusieurs des propositions, qui m'ont fait des propositions, tout à fait. Ouais, donc, du beau gringue. Hein. Donc, alors... Moi, j'en ai pas eu plusieurs, mais j'en ai eu aussi. Moi, j'en ai pas eu. Non, non, c'est pas pareil. Je plaisante. Mais toi, tu ne l'as jamais demandé. Parce que nous, oui, en fait, vrai. il faut voir un truc très important ici, autour de cette table. C'est que Fabien et moi, on a commencé par être dans une démarche traditionnelle. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que moi, moi, pour Sens, j'avais vraiment l'ambition d'être édité. Et une des motivations pour ça, c'était l'idée que si le jeu est édité, quelque part il est validé par la communauté, je reçois une sorte de prix, une sorte de sésame, on me dit bah voilà, c'est bien Romaric, bravo, ton jeu mérite d'être édité. C'est comme ça que je le voyais. Oui. Et quand j'ai compris qu'en fait les éditeurs c'était tous des copains, je me suis dit qu'en fait bah non, c'est juste qu'il fallait devenir un ami d'un éditeur pour pouvoir être édité au final. Et voilà. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit bah il y a aucun prestige à se faire éditer, donc autant que je le fasse moi-même et que je récupère moi-même le fruit de mon travail. Alors, ouais. Non, Fabien, je sais. Toi, c'est peut-être différent. Moi, c'est encore différent. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin sur cette définition, de l'indépendance. Très bien. Parce que je l'ai donnée comme ça, mais j'ai pas dit d'où elle venait. Donc, c'est la définition qui est utilisée sur Silent Drift, qui est donc le forum de jeux de rôle indépendant sur lequel on est assez souvent présent. Oui. Et c'est surtout la définition qui a été adoptée par le forum The Forge, qui donc est le forum originel de l'indépendance en jeu de rôle, qui est un forum donc anglophone pour celles ou ceux qui ne sauraient pas, qui était notamment fondé par Ron Edwards et Vincent Baker. Vincent Baker qui est notamment l'auteur de Dogs in the Vineyard et Apocalypse World. Et donc cette définition de l'indépendance est elle-même ils l'ont utilisée pour développer à la fois leur manière de développer des jeux d'un point de vue artistique et leur manière de vendre ces jeux. Et elle-même est fortement influencée par une tradition assez américaine de comics indépendants, de musique indépendant. Oui. Donc où il y a cette idée que on va faire soi-même, c'est-à-dire que l'auteur va contrôler entièrement son œuvre de A à Z, donc que son œuvre sera certainement pas un travail de commande. J'aurais juste précisé un truc par rapport à ce que je dis tout à l'heure, parce que j'ai vu que Frédéric commençait à faire la moue. Quand je disais que les éditeurs étaient tous des copains, d'accord, c'est factuellement vrai en francophonie. Oui. C'est-à-dire que, et c'est pas péjoratif ce que je dis là, hein. D'accord. Mais quand tu écoutes les éditeurs, et tous les éditeurs te le disent en toute bonne foi, bah nous c'est normal qu'on édite les jeux qui nous ont plu, et les gens dont les jeux nous plaisent en général, on les rencontre et ça devient progressivement nos amis, etc. D'accord, bon, tu fais bien d'ajouter ce point. Oui, voilà, parce que éviter toute méprise. Oui, non, c'était vraiment dans. Alors, ouais, moi, mais en fait, j'aurais été dès le départ l'ami d'un des éditeurs francophones de Grumpf ou je sais pas quoi. Ils auraient joué à Sens avec moi, par exemple. Ils auraient trippé le jeu. J'aurais été édité par John Doe. Oui. Voilà, c'est ça le truc. Donc il faut au moins que parmi nous, il y en a un qui devienne un éditeur pour que tout le monde soit éditeur. Enfin, mais ça, c'est spécial à la francophonie aussi. C'est parce que c'est un microcosme, le jeu de rôle en France. Et un microcosme fait de beaucoup de passion. Et donc, on y reviendra. Frédéric. Donc, par rapport à The Forge... Ouais, on y reviendra sur la question. On y reviendra. J'ai vraiment des choses à dire là-dessus. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais. D'accord. L'idée de Ron Edwards, au départ, c'était donc de promouvoir
de tester lui-même déjà avec Sorcerer. Quand il a ouvert The Forge, il avait déjà un jeu de rôle indépendant. Voilà. Il y avait déjà Sorcerer qui était publié. Et donc de promouvoir l'idée que le jeu de rôle était potentiellement une bonne activité pour enfin en tout cas le mode je vais dire à l'envers. Le mode de production indépendant était sans doute tout à fait adapté au jeu de rôle, étant donné que la plupart des jeux publiés sont souvent des jeux avec des impressions, beaucoup d'illustrations, des maquettes extrêmement travaillées, des couvertures rigides, avec des grands formats de nombre. Mais qu'on n'a pas besoin de tout ça pour un jeu de rôle. Tout à fait. Et que donc, en limitant les coûts, en limitant le coût de l'objet à produire, on pouvait finalement avoir un modèle un peu plus accessible à tout un chacun. Alors, je crois qu'il y a un truc qui est vachement important de préciser. Fabien. C'est la rigueur de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, pas de... Enfin, l'auteur possède les droits d'auteur et les droits de distribution. Cette définition-là, elle veut dire plein de choses. Elle veut dire surtout plein de choses en négatif. Elle veut dire que indépendance, ça ne veut pas dire jeu de rôle à narration partagée. Par exemple, Sens, qui pour le coup est pas du tout un jeu de rôle à narration partagée, dans lequel il y a un bon gros meneur de jeu tyran. Très gros. Il est pas si gros que ça, Romain. est un jeu de rôle qui est entièrement indépendant, puisque Romain Briand possède les droits d'auteur et de distribution. Ça ne prétend absolument pas que ce sera des jeux de rôle de qualité ou des jeux de rôle innovants ou qui sortent de, enfin, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. L'indépendance, c'est vraiment une question au départ qui est commerciale et d'autonomie artistique. Donc c'est formel en fait. Oui, c'est formel et ça ne détermine en rien du contenu. Ça ne veut rien dire du contenu, c'est uniquement, voilà, l'auteur possède les droits d'auteur et de distribution. C'est vachement important parce que il y a énormément de confusion là-dessus. Oui, tout à fait. Et je trouve que ce serait dommage de mélanger les choses. Je cite un exemple. Quand on dit les jeux indés, c'est trop bien, ça veut rien dire. Ouais. C'est comme si on disait les associations de loi 1901, c'est trop bien. Ouais. C'est à peu près la même chose. Ouais, exactement. Exact. C'est une très bonne, très bon parallèle. Oui, parce que l'indépendance, c'est un truc juridique. Enfin, c'est une définition qui est juridique au départ. Finalement, ouais. Je possède ce qui est un terme juridique. Je suis propriétaire des droits d'auteur et de distribution de Monostatos, par exemple. Ouais, absolument. On a vraiment bien, c'est bien. Et donc, ouais, Fabien. Donc pour nos auditeurs leur expliquer un truc aussi, c'est que Fabien a le plan du podcast. Premier point. Deuxième point, on veut vraiment que ce podcast soit clair, pédagogique, didactique. Donc il faut pas nous en vouloir parfois de faire des blancs, de peser nos mots. On va essayer vraiment d'être le plus clair possible. C'est un effort de clarté. Voilà. Parce que c'est très important d'expliquer voilà, ce que c'est que l'indépendance. Mais pour que les auditeurs sachent aussi que c'est normal s'il y a des hésitations, des blancs. Voilà. On va peut-être devoir se reprendre dans le podcast, être plus clair, etc. Voilà. Fabien. Donc, maintenant, alors, ce serait faux de dire que derrière l'indépendance, il n'y a pas aussi un certain projet, une certaine vision du jeu de rôle. Je prétends pas connaître ce qu'il y a dans la tête de Ron Edwards ou de Vincent Baker. Ouais. D'accord ? Bon, néanmoins, tous les jeux qu'ils ont produits, donc des jeux comme Apocalypse World, qui a été traduit d'ailleurs par la boîte à œil il y a peu, ouais. Donc de Vincent Baker, Dogs in the Vineyard de Vincent Baker, Polaris de Ben Lehman, Slay With Me de Ron Edwards, Bliss Stage de Ben Lehman. Enfin, il y en a des quantités infernales qui sont des jeux qui. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs, Jared Sorensen, entre autres. Emily Kerbos avec Breaking the Ice, qui est formidable ce jeu, qu'on a aussi eu sur un podcast one shot de la cellule. Donc tous ces jeux. Même Robin Laws a eu une rubrique sur The Forge à une époque. Okay. Tous ces jeux ont quand même une certaine volonté de
de changer, enfin d'apporter les choses neuves au jeu de rôle. Donc ce serait faux de dire que derrière l'indépendance il y a aucun projet. Évidemment, ce projet n'est pas obligatoire, mais il y a quand même un présupposé ou non, une envie d'un certain type de jeu de rôle derrière. Je pense aussi à un truc, je le précise parce que est-ce que c'est pas historique ça finalement? Et peut-être que j'ai une théorie à ce sujet-là. Dans l'avenir, alors ouais. peut-être on freine un petit peu. Ouais, vas-y. Alors, Fred, comme on le remarque t'as une théorie. souvent en littérature, en musique, souvent les éditeurs indépendants, parce que dans ces milieux-là, il y a quand même besoin d'éditeurs ou de producteurs indépendants, généralement publient davantage des choses plus underground, plus alternatives, étant donné que généralement ces musiques, ce cinéma, ces romans, les principaux éditeurs ne veulent pas prendre à charge de les éditer, de les publier, étant donné que ils ont généralement pas la perspective de rentrer dans leurs frais avec des choses beaucoup plus qui peuvent être beaucoup plus inhabituelles, qui peuvent sortir des sentiers battus. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc le modèle, ouais. Il y a l'édition indépendante Frédéric vise en fait à trouver un modèle économique viable pour des jeux, des œuvres ou des projets qui sortent des sentiers battus et donc des canons de l'édition traditionnelle. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très important que je voudrais ajouter et que Fabien commentait en préparation du podcast et je trouve vraiment super important, c'est que c'est bilatéral. L'auteur se dit ça sort des sentiers battus, je vais pas trop embêter un éditeur avec ça parce que c'est pas sûr qu'il soit rentable. Et l'éditeur se dit aussi, moi je ne peux pas prendre le risque, désolé bonhomme, c'est très intéressant ce que tu fais, mais je ne peux pas prendre ce risque. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a un côté, c'est quelque chose que je comprends tout à fait pour un éditeur. Enfin, voilà. C'est pour ça que je réagissais assez fortement sans le dire au micro tout à l'heure quand tu parlais. Tu m'en veux d'avoir appelé mon truc les éditeurs étaient méchants la dernière fois. Oui, parce que c'est bien, on va régler ce problème. Moi, je conçois pas l'indépendance pour toi, on n'est pas en opposition avec les éditeurs. Absolument pas. C'est juste, on essaie d'ouvrir de nouvelles voies pour créer des jeux de rôle et pour ensuite les rendre économiquement viables. Mais quand je suis en convention, on discute parfois avec les gens qui sont sur place. Donc il y a évidemment pas mal d'éditeurs. Alors un peu moins en ce moment parce que je suis en train de présenter beaucoup Monostatos, donc ça me prend du temps. Ouais. Mais j'ai parfois eu des discussions avec des éditeurs qui se sentaient, comment dire les choses, agressés par l'indépendance. Et c'est quelque chose que je comprends pas. Enfin moi j'ai pas pour but d'aller casser les genoux des éditeurs et puis faut être ni de les condamner au néant quoi. Enfin, on n'est pas là pour je dire plaide coupable. Là les gars, je plaide coupable. D'accord? Ouais. C'est en partie parce que je pense au début moi et comme quand même je suis un des premiers indépendants francophones, j'ai de l'importance dans ce domaine, c'est en partie parce que moi pour m'affirmer, pour me poser en m'opposant, pour me faire pas de la publicité, ce serait vraiment de la place. De la place. Il y a un moment donné, Fabien, aujourd'hui on est 3, là on est fort, on a Saint-Landrift, c'est super. Mais au début quand t'es tout seul, 3 et puis il y en a d'autres qui arrivent. Oui, il y en a plein d'autres qui arrivent derrière, mais au début quand t'es tout seul, que tu dois imposer ton podcast, ta manière de concevoir les choses et tout, ton sens, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça qu'au début ça c'est le premier point. Donc une raison un peu génétique, historique. Donc c'est vrai que peut-être ai-je été agressif avec les éditeurs, mais il faut savoir autre chose. C'est que ça cachait beaucoup de complicité. Les éditeurs, par exemple, des gens comme Ludovic Papaïs, on se chambre régulièrement là-dessus. Toi, t'es le petit indie, moi, je suis le gros éditeur. Il y a un échange. Avec le Grumpf, tes copains avec... c'est ça qu'il faut voir, c'est ça cache de la complicité aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon. Il y a aussi une différence de démarche. C'est vrai, et donc je l'affirme, on en discute, ça donne des débats houleux, mais il y a un respect mutuel. D'où le titre, les éditeurs sont-ils méchants d'ailleurs? C'était pour aussi dire, on se pose en s'opposant, on discute, et après tout ça, ce sont des querelles de chapelle. C'est pas vraiment sérieux, ces querelles-là. Ces querelles ne sont pas sérieuses. Après, formellement, il y a des différences d'importance. Et toi, c'est ça, en fait. C'est le sérieux qu'il y a là-dedans.
Enfin, tu vois, enfin, c'est très compliqué à expliquer. En tout cas, moi, je conçois pas l'indépendance. Enfin, pour moi, le but de l'indépendance, les éditeurs, évidemment, ça fait partie des questions qu'on se pose. Est-ce que j'ai envie d'avoir un éditeur ou pas? Mais c'est seulement une partie mineure par rapport à toutes les questions que soulève l'indépendance. Si tu veux, moi, j'étais parti dans l'idée que pour rendre l'indépendance cool, il fallait lui donner un petit côté rebelle. Hein. Genre, on est c'est l'aventure, quoi. On est voilà. Et donc, du coup, je suis parti dans cette communication. Et pour autant, enfin, qui est naturel chez moi en plus, Frédéric. Pour moi, c'est désirable que les éditeurs continuent d'exister et qu'on continue de cohabiter. Absolument. Et ça, voilà. Et c'est moi. Tu penses ça personnellement pourquoi les éditeurs doivent cohabiter? Eh bien, tout simplement parce que cohabiter. Parce que déjà il y a, enfin, tout le monde n'a pas mes goûts et il y a tout un public qui préfère largement acheter des bouquins comme en vendent beaucoup d'éditeurs traditionnels que ce qu'on va faire nous, par exemple. Et en plus, c'est aussi ça, pour moi, ça montre la diversité, montre que le médium est vivant. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, plus il y a d'éditeurs différents, plus il y a de modes différents d'édition et de publication, et plus il y a de. Oui, non, mais on est tous d'accord. Voilà. Enfin, alors là-dessus. Moi, il y a Fabien. Ça amène en fait deux choses dont j'aimerais parler aussi dans ce podcast, qui sont d'une part pourquoi moi j'ai choisi de faire ça en indépendant, de publier Monostatos en indépendant, oui. Et d'autre part quelle vision j'ai personnellement de l'indépendance, qui n'engage que moi. Okay. Alors. Pourquoi moi je fais en indépendant? Alors, je dirais pour trois raisons. La première qui est donc la vision que j'ai là derrière, qui est de donner de l'autonomie aux créateurs de jeux. Je vais y revenir dans une minute. Ensuite, parce que s'il y avait des choses qu'un éditeur pouvait difficilement me promettre, du type pouvoir parler de vos jeux, par exemple, puisqu'à la fin de Monostatos, j'ai une page pour Sens et une page pour Prosopopée, ce qui pour moi était essentiel. C'est très très important de pouvoir dire, voilà, il y a ces jeux-là que j'aime, que je trouve excellents, qui à mon avis font progresser le jeu de rôle. Donc j'en parle dans mon propre bouquin. Et puis aussi des choses du genre, pour moi c'est important que dans 10 ans, mon jeu soit toujours disponible. Tous les jeux de Ron Edwards par exemple sont toujours disponibles parce qu'ils continuent à les soutenir. Je sais pas si c'est le cas de la plupart des jeux qui sont édités. Si on pense à des jeux d'il y a 10 ans, qu'est-ce qui sortait en 2002 par exemple? C'est un peu difficile, mais bref, toujours est-il que comme c'est moi qui soutiens mon jeu, je sais qu'il durera aussi longtemps que moi, quoi, ou que toi en tant que rôliste, enfin pas en tant que rôliste, en tant qu'auteur de jeux de rôle. Et puis le dernier truc, c'est simplement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'un éditeur aussi. Enfin, d'une certaine manière, j'arrive à faire tout ça sans avoir besoin d'une personne en plus. Mais à un moment, pourquoi j'irais chercher une personne en plus, quoi. Voilà. Alors les éditeurs disent, c'est bien d'avoir un directeur, comme un directeur de thèse. Alors. Pour ça, on a la communauté indépendante. Voilà, c'est-à-dire que entre nous, voilà, moi je sais que Christophe a fait un énorme travail pour m'aider à bien tourner mes jeux, à leur donner une cohérence que j'aurais eu du mal à donner toute seule. Forcément, un avis extérieur est toujours précieux, surtout de quelqu'un qui est calé, qui a une bonne vision et une bonne compréhension de ce qu'est le jeu de rôle. Et moi, vous deux, vous m'avez beaucoup aidé, Christophe aussi, mais vous deux, vous m'avez beaucoup aidé. Et maintenant, moi, j'essaie d'aider aussi c'est une espèce en fait, c'est presque un changement une espèce de changement de manière de penser. Moi, les autres auteurs indépendants, je les vois pas comme des concurrents. C'est tous les publicités à la fin de Monostatos. Voilà. C'est-à-dire que ce sont moins des publicités d'ailleurs que des appels des invitations à lire. Voilà. Vous avez fini le chemin pour Monostatos. Voilà d'autres routes à explorer. Oui, et pour moi, c'est plus une relation de collègues. Alors,
collègues, ça veut dire que on peut s'entraider, on peut s'intéresser aux projets les uns des autres. Ça veut aussi dire qu'on peut être extrêmement en désaccord. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord dans Sens, par exemple, ou même dans Prosopopée. Fred pourrait dire aussi qu'il y a des choses sur lesquelles il est pas du tout d'accord dans Monostatos. Yep. Mais ça veut dire aussi qu'on est dans une communauté où on s'entraide, où on se... grâce à ça, moi, j'ai eu des relectures, j'ai eu des tests sur Silent Drift, et puis j'ai eu aussi une part de soutien pour la communication, par exemple. Ouais. Donc, alors évidemment, ça exige aussi un soutien de ma part à la communauté, mais c'est un soutien qui m'enrichit aussi personnellement, parce que quand je vois d'autres personnes ou quand j'essaie d'expliquer pourquoi je pense tel ou tel truc, ben c'est quand même c'est une activité que je trouve assez enthousiasmante et vachement enrichissante en fait. Alors, moi, pourquoi est-ce que personnellement, moi je le voyais autrement? Parce qu'en fait, à un moment donné, je voyais pas tout ce que tu es en train de dire. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir, bon, on a été parcouru il faut savoir, les auditeurs, on va être tout à fait honnête. Il y a des débats internes entre nous pour justement, pour savoir ce que c'est que l'indépendance, qu'on doit faire, est-ce qu'on doit combien on doit vendre nos jeux. Voilà, combien par exemple on doit vendre nos jeux exactement. C'est une question qu'on se pose beaucoup. Des questions qu'on se pose en ce moment beaucoup, mais demain, c'en sera d'autres, hein, ça j'en suis convaincu. Alors pourquoi, moi, au début, je croyais que l'indépendance, c'était un projet politique et idéaliste? Alors, moi, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, peut-être que toi, tu vas dire, oui, c'est politique, mais c'est pas idéaliste, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà. Pour moi, en fait, l'éditeur, c'est une banque. Exactement comme une banque. Sauf que, c'est-à-dire elle vous crédite d'argent en vous disant, bah voilà, par contre, il faudra que tu me le rendes à plus, ou en tout cas, elle prend des risques sur un produit, en se disant, bah voilà, si j'investis dans ce produit, j'en récupérerai un bénéfice plus tard. Pour moi, un éditeur, il fait ça. Il dit, toi, l'auteur, je vais te filer les thunes pour produire ton jeu, et je vais t'apporter mon expertise de connaisseur du marché pour t'aider à gagner davantage, pour t'aider à vendre ton jeu et à avoir... et moi, en tant qu'éditeur, je prendrais une recette, en fait, sur les ventes, etc. Oui. Est-ce qu'on s'entend sur cette vision? Est-ce qu'on peut le voir comme ça, un éditeur? Bon, à nouveau, tu places l'éditeur comme un problème central de l'indépendance, mais... Alors non. Attends, alors, il faut savoir un truc. Banquier pour être mal pris, mais bon. Il faut savoir un truc très important, c'est qu'il y a un Romaric 1 et un Romaric 2. Comme Wittgenstein qui a eu... Et là, je parle de la vengeance. Et là, je parle vraiment du Romaric 1. Le Romaric qui s'adressait aux éditeurs des écuries de Giaz, et le Romaric qui s'adressait malade à crever aux éditeurs qui étaient censés être méchants. Et ce Romaric-là, il pensait effectivement les choses de cette façon-là. Et à partir de là, en tant que bon gars anarchiste d'extrême gauche, si j'ose dire, il se disait, en fait, un truc tout bête, si on veut, moi, dans mon domaine, si je veux me débarrasser des banques, je dois me débarrasser de la notion d'éditeur parce que c'est lié, en fait. C'est en fait, derrière ça, il y avait un combat politique que je menais. À ton niveau, ouais, c'est ça. À mon niveau, exactement. T'as tout compris. Et alors, voilà. Bon. Donc ça, c'était ma vision idéaliste et politique du truc. Et je pensais que c'était idéaliste parce que du coup, et c'est pour ça qu'au départ, mes sens, je les vendais pas. Je les distribuais gratos ou à compte d'auteur. Et tu vois, qu'est-ce que tu montes là? Je sais pas ce qu'il monte là, mais bon bref. On fait des magouilles. Je le vendais à prix coûtant en me disant que la ressource culturelle devait être gratuite, etc. Et tout ça était lié en fait à cette idéologie d'extrême gauche et anarchiste. Politiquement, moi, ça n'aurait échappé à aucun des auditeurs de la cellule. Fabien. Je suis assez sympathisant de ce bord-là politique. Et de ce bord-là. Et aujourd'hui, dans l'indépendance, plus centré, mais bon. En fait, l'indépendance est effectivement un projet politique dans le sens où, pour moi, je crois que c'est un projet dans lequel on va donner aux auteurs les moyens de leur autonomie. Donner les moyens de leur autonomie. Alors, de leur autonomie, ça veut dire que c'est eux qui pourront faire les choix pour leur jeu, y compris aller vers un éditeur.
Mais je trouve ça assez positif de dire, les éditeurs, c'est pas un passage obligé, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. C'est positif à mon avis, à la fois pour les auteurs et pour les éditeurs. Que c'est pas un pis-aller. Bon, et ensuite, là, j'en arrive enfin au cœur de ce que je voulais dire. Donner les moyens de l'autonomie. Dans donner les moyens, il y a presque tout le travail de l'indépendance. C'est-à-dire explorer de nouveaux circuits de distribution. Donc, par exemple, passer par Lulu, parce que moi, je passe par Lulu parce que ça m'évite d'avancer de l'argent. Ouais. Donc là, les moyens financiers, ils sont donnés à l'auteur indépendant dans la mesure où il n'a plus à les avancer. C'est Lulu qui prend le risque. La contrainte financière disparaît, donc elles ne sont plus qui est très faible finalement. D'accord. Des histoires de taille de gamme. Alors ça, il faut aussi arriver à soutenir l'idée que on peut avoir d'excellents jeux de rôle avec un seul bouquin, d'excellents jeux de rôle qui sont publiés sur Lulu. Et mon troisième volet, c'est la sobriété des livres. Qu'on peut avoir des livres sobres, donc avec sans page couleur, en A5. Dans le fond, pour toi, ce qui compte, c'est non pas l'objet, non pas le livre, mais bel et bien la partie qui va être produite depuis des règles. Et donc, au final, la manière dont les règles sont transmises, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est la partie. Oui et non, dans la mesure où, pour Monostatos, par exemple, t'as quand même voulu produire un beau machin. On fait des efforts de pédagogie quand même. Oui, c'est ça, histoire que ce soit que ce soit agréable à lire. Mais la sobriété du livre, ça veut aussi dire des bouquins qui sont pas trop épais. Monostatos, ça fait 116 pages. Je crois qu'il y a, alors, là, j'aimerais, faire un tribute à John Doe, qui, pour lesquels moi j'ai. Frédéric, tu le dis quand tu veux prendre la parole, hein, parce que on l'arrête plus lui, hein. Tu sais. J'ai des choses à dire, mais bon, c'est un moment qu'on a dépassé le sujet. Ah ouais, d'accord. Je suis désolé. Et tu lèves la main. Main, d'accord. Dans ces cas-là, comme ça. Bon, j'aimerais quand même tribute to John Doe. Exactement. Moi, John Doe, c'est eux qui m'ont donné envie de créer un jeu avec le DK2. C'est eux qui et j'admire beaucoup leur travail de proposer des jeux en un seul. Je sais plus comment ils appellent ça, Dead on Arrival, DOA, je crois, Dead on Arrival. Donc où tout est dans le jeu et en format grosso modo A5 avec 120 pages, 130 pages, quelque chose comme ça. Et ça, je trouve qu'ils ont beaucoup fait pour le jeu de rôle. En tout cas, ils ont pavé une voie que nous on continue d'emprunter. Alors évidemment, il y a d'autres choses sur lesquelles je suis pas d'accord dans leur. Mais ça, c'est vraiment moi. À un moment, tu terminais tes podcasts par râler moins, jouer plus. Ouais. Mais je pourrais encore le finir comme ça. Merci les John Doe pour ce travail-là. Ça, je suis d'accord. On leur doit vraiment beaucoup. De la même manière que dans le monde de l'édition de romans ou autre, les éditeurs traditionnels font quand même, publient quand même des choses assez surprenantes, innovantes, même des jeux qui à la base étaient indépendants outre-Atlantique. Et donc c'est pour bien enfoncer le clou de l'indépendance. C'est un parti pris économique, ce n'est pas un parti pris ce n'est pas forcément un parti pris idéologique, quoi. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir du coup, puisque tu reparles de ça. À un moment donné, je croyais qu'il y avait un espèce de curseur entre l'idéalisme et le réalisme, et que en fait éditeurs et indépendants essayaient à chaque fois de positionner ce curseur. En fait, c'est une très mauvaise manière de voir les choses, parce qu'en fait on se fait plein de blé. Bah ouais, en fait. Moi, exactement, je peux le dire, je me fais 50% de marge sur mes Monostatos en ayant payé mon illustrateur. En fait, en ayant payé Lulu. Quand on voit, moi j'ai eu accès à des contrats qui m'ont été révélés de façon totalement cachée. J'ai pas trop le droit d'en parler. Ah oui. Frédéric. Voilà, moi, tant qu'à faire, je vais expliquer pour Prosopopée que j'ai commencé à publier fin mars dernier. Actuellement, j'en ai vendu environ 70. Bon, 70 pour un éditeur, c'est vraiment que dalle. Néanmoins,
mon système économique est viable et je suis déjà bénéficiaire. De combien ? Dis le chiffre. Alors, comme je compte les frais, enfin... Sachant que ton jeu est vendu, tu as décidé aussi de le faire à un prix Plancher. relativement bas pour Oui, te faire connaître, et etc. Exactement, voilà. Voilà. Ça, c'est, Alors, c'est et donc tu es important. déjà bénéficiaire de combien ? Alors, En un mois ? actuellement, de quoi? Non. Bah, combien tu en- gagnes par exemplaire? C'est en un mois Alors, par exemplaire? Non, depuis mars. Ah pardon, oui, je confonds avec Fab. Je gagne environ autour de 7 euros par livre vendu. Mhm. Ouais, donc aussi, comme moi, 50% de marge. Quoi. Voilà, donc 50% de marge. On a vendu 70, donc tu t'es fait, cette fois 7,49, 490 euros. 490 € Ouais. depuis mars. Voilà. Voilà, pour un jeu. Les auteurs qui nous écoutent, voilà ce que Frédéric, et ça lui a avec Lulu en plus, ça n'a coûté aucun investissement. Tout à fait. Voilà, je fais des Fabien, commandes. un mois Monostatos, déjà combien de bénéfices? 300 euros. Et voilà, en un mois. Oui. Bon, C'est-à-dire que si c'est le Fabien- lancement aussi, hein. C'est le lancement, je suis d'accord. Voilà. Si tu sors un jeu tous les mois, t'as déjà de quoi te faire. Ah ouais. Voilà. Je sors pas un jeu tous les mois. Je Non. sors pas un jeu Non, tous les non, mois. hein. non, je sais bien. Mais Même un jeu par an. même un jeu par an. Mais attention, hein. Moi, je vous le dis, sur le long terme, les gars, les jeux indépendants se vendent toujours. C'est-à-dire que moi, je vois Sens, Dans 10 ans, on vendra toujours du Monostatos. des livres, j'en vends 3 par mois en moyenne. Et D'accord. là, je te parle en creux. Hein. Quand il y a des sorties, c'est bam bam. Hein. C'est jackpot, ça sort à fond. Donc voilà, c'est aussi, et c'est là que je dis idéalisme, réalisme, le curseur, mon cul. Les indépendants, et ça c'est Christophe qui m'en a fait comprendre, il y a un très bon commentaire de Anonyme, c'est Christophe Buckley en fait, sur le podcast de la cellule sous les écuries, sur le podcast avec les écuries d'Ogiaz, où il explique, écoute Rome, je ne comprends pas ton histoire d'idéalisme et de réalisme, parce qu'en fait, en tant qu'indépendant, tu gagnes plus de sous qu'un auteur de jeu de rôle, et donc du coup c'est lui qui Moi, est je sais pas. idéaliste à travailler pour sa passion gratuitement pour un éditeur qui... Alors, il a pas dit qu'il l'exploite. Là, ça y est, il y a mon côté Arlette Laguillet qui revient. Et à nouveau- on vous spoilie. Bon, et à nouveau, Mais- c'est pas qu'une question d'éditeur. Il y a non. tellement d'autres chantiers sur l'indépendance. Mais oui, mais aujourd'hui, Fabien, comme la c'est sobriété bien. du livre. Ça, c'est super. C'est l'avis d'un distribution. mec qui est déjà vachement éclairé sur le sujet. Ouais. Mais pense qu'il est là en ce moment. Il y a plein d'auditeurs, d'auditrices qui sont exactement comme moi quand j'ai commencé et qui ne voient que l'éditeur comme porte de sortie, comme sésame. Je sais pas comment dire, comme récompense ultime. Mais tu dis que attends, il y a quand même un truc. Et donc il faut leur parler à ces gens-là. Je sais pas combien Fabien. gagne un auteur sur un bouquin en fait. Combien gagne un auteur? Quand il passe par un. Mais Quand il est pas indépendant en fait. C'est ça la mais question. 1,50 €. Ah vache. Mais oui. Enfin, ça veut rien dire dans l'absolu Ouais, si sur un tu veux. bouquin de- Sur un bouquin de 30 à 40 €. Putain. Mais bien sûr, évidemment, Je il y a savais des, pas il y a des illustrateurs qui sont payés 50 €. Mm. 50 € pour une sortie JDR. Mais on se rend pas compte. Les gens disent, mais on s'en fout. On fait ça pour la passion. On s'en branle d'être bien payé. C'est un travail de passionné, donc je m'en fous. Ce que je cherche, c'est pas à être rémunéré. Mais n'empêche que avec cette logique-là, ça fait que, voilà, enfin, je suis désolé, mais un éditeur va forcément gagner davantage que l'auteur j'allais dire encore qu'il l'exploite, mais moi je suis désolé, je reste. Alors bon, je suis désolé parce Avec que les son éditeurs. fouet. Alors, et c'est là que je voudrais revenir sur cette histoire de copains. Oui. C'est qu'il faut bien avoir conscience que les éditeurs ne sont pas méchants dans la mesure où les éditeurs sont en fait, enfin, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont finalement indépendants parce que c'est un collectif d'auteurs Voilà. qui va dire on a envie de sortir notre jeu et donc en fait ils vont mettre les moyens, ils vont faire pour- payer Voilà. la pour moi, famille. Quand etc. un éditeur publie ses propres jeux, Voilà. il est Pour moi, indépendant. l'indépendance. Tu prends par Pour exemple moi, les- l'indépendance, Fabien. c'est le fait. L'indépendance, je vais vous la faire maintenant. Je fais un appel aux auteurs, aux gens qui ont envie d'écrire un jeu de rôle en ce moment, et je leur dis si vous avez envie de créer votre jeu de rôle de vous-même de A à Z, contactez-moi, contactez-nous. Je pense que je parle aussi en votre Moi j'ai nom. pas le temps. Mais via ça. Laissez mon mail tranquille. Les Via, gens, arrêtez. via Silent Drift, via Silent Drift, venez sur Silent Drift et il y a une communauté indépendante qui est prête à vous aider. Si vous n'avez pas envie d'être indépendant, grand bien vous fasse. Mais juste de dire que maintenant,
c'est possible, ou en tout cas on commence à rendre les choses possibles petit à petit. Évidemment, c'est difficile et des choses sur lesquelles c'est plus dur que si on passait par un éditeur. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Pour la distribution, on n'est pas bon encore, à mon avis. Enfin, moi, je pense que en passant par Lulu, je me prive de. J'ai pas de contact dans les boutiques, donc pour le moment, c'est uniquement de la vente par Internet, et je le regrette. Mais parce que on est en train d'ouvrir des voies. On essaye de. Ouais. C'est le début, en fait. C'est le début, mais dans tous les cas, moi, j'ai envie d'aider d'autres personnes à créer leur jeu de rôle eux-mêmes. Et donc, si cette idée vous branche, si le trip vous branche, venez. Et il existe une communauté indépendante. Voilà. Les indépendants parlent aux non-indépendants. Aux futurs indépendants. Alors vraiment. Alors c'est bien aussi de dire. Mais tu vois, on déballe le paquet là avec la cellule. Ouais. On explique aussi nos erreurs du passé. Moi, j'explique Romaric 1, il faisait j'ai dit de la merde. Voilà. Et voilà parce que je réalisais pas en fait. Alors il y a quand même un truc qui est indépendant. On vient d'en parler rapidement, mais c'est important de le dire. C'est vrai que l'indépendance, ça demande aussi un peu d'huile de coude. Dans le sens où alors un peu d'huile de coude, pas tant que ça quand même. C'est-à-dire il y a quand même des choses qu'il faut apprendre à faire soi-même. Moi, j'ai appris comme ça à mettre en place un site internet, à faire de la mise en page. J'ai beaucoup appris sur ce que c'est qu'une illustration, par exemple, ce que c'est qu'une illustration à bord perdu, par exemple. J'ai découvert ça. Enfin bon, donc il y a un petit peu de travail à faire sur pour arriver à sortir son jeu soi-même. Il y a un travail assez important de communication. Il faut aller en convention tout seul. Donc la communication, c'est ce qui prend le plus de temps et c'est ce qui est. Je suis pas sûr, cela dit, que pour un auteur, c'est ennuyeux parce que t'as l'impression que c'est pas ton boulot. Je suis pas sûr que pour un auteur qui est pas indépendant, il y a pas aussi beaucoup de communication à faire. Donc ça, moi, je suis content parce que j'aime bien le podcast, donc ça m'a permis de me sauver ma com. Mais la communication, j'aime pas ça. Les forums, j'ai du mal à communiquer via les forums. Enfin, oui, moi je passe pas par les forums, mais. Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, t'as encore. Non. Parce que parfois tu fais des petits gestes. Non, c'était. C'est l'excitation, je pense. Voilà. Et par exemple, moi, un truc que que je vais faire sur Silent Drift, c'est d'essayer de transmettre ces compétences que j'ai acquises. Histoire que toute la sueur que j'ai versée. La rubrique publication. Voilà. Toute la sueur que j'ai versée, c'est un peu excessif, mais le moment où je me suis fait chier à essayer de comprendre comment on fait un site internet quand on n'a pas fait d'études d'informatique, soit des trucs qui soient pas difficiles pour les prochains, quoi. Histoire qu'il y ait un peu d'apprentissage commun et qu'il y a quand même des choses qui restent. Ça aussi, c'est un chantier de l'indépendance. Créer un ensemble de compétences disponibles pour les auteurs de jeux qui veulent se lancer tout seuls. Moi, je dois admettre que j'adore ça. J'adore avoir l'impression de fabriquer ma maison avec des cailloux, avec des bouts de bois, et après hop, ça donne un site internet, hop, ça donne un livre avec une mise en page de tout ce qu'il faut dedans. Ouais, c'est une des choses qui te plaît le plus finalement dans l'indépendance. Ouais. Oui, l'huile de coude, tout faire moi-même. C'est marrant ce dont on parle là, le fait qu'on dise aussi que ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que les auditeurs qui se disent attends, alors ces mecs-là ils sont en train de me faire entre guillemets la publicité de leur choix et de leur indépendance, ce qui est normal, parce qu'on permet aussi aux éditeurs de faire leur pub, donc on a le droit de faire la nôtre. Tout le reste du net pour ça. Et voilà, n'importe qui. Et le truc c'est le pouvoir de la. Il y a Lindy. Il y a un truc quand même que les auteurs disent à la fin, c'est le pouvoir de la flemme. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est pas plus simple pour un auteur d'aller voir un éditeur, de se faire éditer, et voilà. Parce que si tu vois, c'est ça aussi, tu dis, Fabien, tu dis oui, on s'oppose pas aux éditeurs. Mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est juste qu'on c'est un autre modèle, on peut vivre ensemble et tout, il y a pas de souci, les éditeurs, c'est pas une question. Mais n'empêche qu'à un moment donné, quand l'auteur, oui, tout à fait. Mais à un moment donné, quand ton auteur de jeu de rôle se pose la question, bon alors je fais quoi, indé ou éditeur, il a ce choix-là. D'accord. Peut-être d'autres modèles vont être créés bientôt. On sait pas avec Internet. Il y a tout est possible. La dématérialisation, on sait pas ce que ça va amener. Bref, le pouvoir de la flemme. L'auteur se dit, mais avec l'éditeur, c'est tellement plus simple. Il va faire ma com. Il va me distribuer. J'ai juste à apporter mon papier et tac, il fait tout pour moi. Fred, si j'arrêtais pas de parler à sa place tout le temps, te dirais aussi que c'est pas toujours possible. C'est-à-dire que
mais c'est vrai de manière générale. Il y a des jeux pour lesquels c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ouais. L'indépendance, c'est un modèle économiquement viable pour des jeux qui sortent des sentiers battus. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait en début de podcast. Et romance érotique, Oui, alors voilà. Alors non, je prendrais l'exemple de Prosopopée. Frédéric. Prosopopée, par exemple, tel qu'il est, c'est pas forcément un jeu qui fait fantasmer les éditeurs. C'est un jeu qui se joue, enfin, qui est censé être sans violence, qui est censé Un truc qui est être risqué. voilà. risqué. En termes en termes économiques. Et donc, en effet, le fait de prendre le parti pris de l'indépendance, c'est le moyen pour moi de ne pas prendre de risques économiques, ou minimum, et avec un nombre de en ventes. faire prendre à un éditeur Exactement. par la suite. Voilà. En fait, c'est toi qui es gentil de pas proposer à un éditeur. Je vais prendre un flingue, lui mettre sur C'est la ce qu'on sur disait la quand on tempe. disait que Vas-y, c'était tu vas bilatéral. publier mon Oui, jeu. tout à fait. C'est ce que je disais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait que c'était bilatéral. C'est-à-dire que c'est à la fois, moi, je vais pas pourrir un éditeur en lui proposant mon jeu qui, de toute façon, ne se vendra pas. Et ensuite, moi, ce que je cherche à faire, c'est pas, à nouveau, moi, ce que je cherche à faire, c'est pas de supprimer ça m'est tellement égal, les éditeurs. Ce qui est important pour moi, c'est que quand on est auteur de jeu, on puisse se poser la question. Et si vous avez envie de passer par un éditeur pour X, Y raison, parce que vous les trouvez cool, mais bien, tant mieux. N'empêche que t'as pas répondu à ma question. Pardon. Alors, Qui est le pouvoir de la flemme. mais c'est exactement ce que je viens de dire. Si vous avez envie de le faire, si ça vous intéresse, si l'aventure de l'indépendance vous intéresse pas, J'avais pas compris ta réponse. Mais oui, elle est là. allez-y. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est finalement, oui, si vous avez la flemme, si vous avez pas envie de vous emmerder, allez-y, allez voir les éditeurs, y a pas de souci. On n'a pas moi, j'ai pas l'objectif, comme dit, de supprimer les éditeurs. Alors, ce qui est con, c'est l'auteur qui a une super idée, et puis qui a la flemme, quoi. Alors lui, le jeu, il est perdu dans les limbes, quoi. Pas de bol, quoi. Enfin, non, attends, quand même, il y a des bons jeux qui sont édités. Faut pas, il y a des bonnes idées qui peuvent être éditées. Non, mais pardon, excuse-moi. J'ai dit bon jeu. Je voulais dire le jeu qui sort des sentiers battus, excuse-moi. D'accord. Des formations professionnelles. Oui, parce qu'il n'est ni édité, ni... Oui, excuse-moi. Bon, après, parce que moi, j'aime bien les jeux qui sortent des sentiers battus, c'est pour ça. Mais après, il sera, enfin, ça veut pas dire que c'est pas sûr que l'idée soit perdue. Ça peut atterrir sous forme de rapport de partie sur Silent Drift, par exemple. Heureusement, il y a Lindy. T'essayes d'imposer des nouveaux jingles, comme Fly avec son Voilà. auto-promo. Tout à fait, c'est mon modèle. Je pense à deux trucs. C'est peut-être un peu tard dans le podcast, mais ça me revient. À propos de l'indépendance, sur la définition. Il y a un truc qui est important, c'est que On a du temps. ce qui est indépendant, c'est un jeu, c'est pas un auteur. C'est-à-dire que vous pouvez... Tout à fait. Je voulais en parler de ça. Très important. Vous pouvez être... Capital. Vous pouvez avoir... si par exemple, là, par exemple, j'ai publié Monostatos, je pourrais... Si un éditeur me dit « Ah, c'est génial, fais-nous un autre jeu », et que moi, pour X, Y raison, je décide de passer par cet éditeur-là, je perdrai pas mon... Monostatos continuera à être indépendant. Donc et je peux à nouveau après faire un autre jeu qui sera donc c'est les jeux qui sont indépendants, c'est pas l'auteur, pas l'auteur lui-même. Et ça c'est un auteur de jeu indépendant. Donc entre autres, je connais des gens qui me disent moi j'ai d'abord publié un jeu chez un éditeur pour apprendre comment on fait et ensuite je deviendrai indépendant. Bon, à mon avis justement vu le peu vu le fait qu'on essaie de transmettre des compétences, Thomas Poussou est encore plus fourbe que toi. C'est-à-dire que lui, il dit, moi, je proposerai mes jeux aux éditeurs. S'il l'accepte, je me mettrai en indépendant parce que du coup, je sais que ça rapportera de l'argent. Il est bon. Hein. Il est très bon. Il est fort. Alors, et je voudrais dire, il faut distinguer l'auteur de ces jeux au sens, c'est pas parce que t'es le jeu d'indépendant que t'es un indépendant. Ouais. Et il faut aussi distinguer, les auteurs entre eux. Il faut distinguer Frédéric, de Fabien, de Romaric et de Christophe. Parce que ces quatre-là, ce sont tous des auteurs de jeux indépendants ou futurs auteurs de jeux indépendants pour Christophe, mais ils n'ont pas les mêmes points de vue du tout. Il y a des choses qui s'opposent. Il y a un truc qui est vachement important. Fabien et moi, on est opposés sur certains points. Il y a un truc qui est vachement important dans le paradigme, on va l'appeler comme ça, de l'indépendance. C'est que par exemple, sur la communication, je vais pas vous dire acheter des jeux Silent Drift. Je veux dire acheter Prosopopée de Frédéric Santes, acheter Sens Mort de Silent Drift ne doit pas être c'est pas un label, c'est pas une marque, voilà. Parce qu'on sait pas, peut-être qu'un jour il y a des jeux
indépendants qui arriveront sur Silent Drift et qui nous plairont pas. Et un truc que j'aime Mais ils seront beaucoup, indépendants formellement. Tout à fait. il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'indépendance, Qui me plairont pas. c'est le, ouais. Il y a un truc Ouais, que j'aime tu vois, beaucoup. on est obligé Il parce y a qu'on un- est des amis, donc. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans l'indépendance, c'est le fait que la communication est toujours, alors, à travers le rapport de partie, déjà, on encourage à ce que, quand on critique un jeu, on le teste et on montre quel type de partie on a joué. Ouais. Ce qui, à mon avis, est essentiel pour une critique Juger des jeux un de rôle. jeu. Et par ailleurs, c'est beaucoup de la recommandation. C'est-à-dire, tiens, t'as aimé Dogs in the Vineyard de Vincent Baker, peut-être que t'aimeras tel autre jeu, pas de Vincent Baker, mais qui lui ressemble. Et donc que c'est pas une communication façon publicité, c'est vraiment, à mon avis, c'est une communication d'une personne à personne, quoi. Où c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de en marketing on appelle ça de la recommandation. Et je trouve ça vachement important comme mode de fonctionnement lié à ce que tu disais, c'est-à-dire achetez pas indie, achetez tel jeu de tel auteur. Mais c'est aussi ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant? On est même indépendants les uns des autres. C'est pour ça que tu dis on est des collègues de travail, mais on n'a pas tous un patron. Alors, ça c'est un truc qui est vachement important. Par exemple, si on revient à la question de l'éditeur de tout à l'heure, tout est lié en fait. La question d'éditeur, tu disais quelqu'un qui te disait qu'il faut un editor, au sens un directeur de thèse ou quelqu'un qui t'encadre pour t'aider. Un correcteur, un relecteur. Moi, j'ai beaucoup apprécié que Fred m'aide sur Monostatos, mais j'ai beaucoup aussi apprécié de pouvoir dire non, Fred là, je pense ok, tu tiens vraiment à telle idée, mais je ne le ferai pas parce que c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je veux les choses. Romaric, c'est presque tout le temps comme ça, on l'aide souvent, mais il arrête pas de nous dire non les gars, c'est pas comme ça que je veux. Quand même. Hier, on a fait un playtest qui m'a été fort utile. Je prends des choses, je rejette certaines. Voilà. Mais je prends ça d'où ça vient. Mais c'est important. Je sais ce qui vous plaît, je sais ce qui me plaît, je sais qu'on n'aime pas les mêmes choses. Un des avantages de la communauté indie, c'est aussi que quand quelqu'un t'aide, cette personne n'a toujours pas de droit sur toi. J'ai vraiment eu du mal à le comprendre, ça. Par exemple, hier, on peut le dire, hier on a fait un playtest de Sens qui s'est mal passé, et donc d'un nouveau jeu, d'un nouveau Sens. Et on a, à un moment donné, en fait, quand vous m'avez fait des critiques, je l'ai pris personnellement. Moi, je pensais que vous me disiez, t'es qu'une merde, t'es qu'une pauvre merde, t'arriveras jamais à faire un jeu. Ton jeu est à chier. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, c'est des propositions. Vous dites, moi personnellement, je trouve que ça, c'est machin. T'en fais ce que tu veux, mais voilà. Et entre autres parce qu'on n'a pas de billes dans ton jeu. Voilà, aussi. Je regretterais que c'est vrai que c'est désintéressé en plus. Je regretterais que le sens marche mal, mais bon, s'il marche bien, voilà. Donc ça c'est vachement important. Ça c'est important. Ouais. On est indépendants les uns des autres. Ce qui fait que du coup, moi par exemple, alors là encore une fois, maxima mea culpa pour Christophe, Frédéric et toi, Fabien. Par rapport à la cellule, la communication, ça a été vachement. Rejoignez les indés. Les indés, c'est cool. Comme si on faisait un groupe corps. Mais honnêtement, au départ. Enfin, c'est vrai, parce que malgré tout, les premiers indépendants francophones, il se trouve que ce sont des potes quand même. Enfin, tu vas pas dire qu'on n'est pas potes. Ou plus exactement que dans la communauté indépendante, à force de céder et d'échanger, on est devenus amis. Ouais, voilà. Et puis, mais c'est exactement ce qu'on disait il y a pas longtemps. Oui, mais du coup, dans la communication que j'ai faite à l'extérieur pour les rôlistes, les atomes, quoi. Frédéric. Ouais. Mais du coup, dans la communication que j'ai faite par le biais du podcast de la cellule sur les rôlistes, c'était rejoignez les indés, c'est trop cool les indés et tout machin truc. Et donc, ça donnait un esprit de corps en fait. Alors, imaginez Romaric en train de lever le poing. Mais tu vois les nouveaux, ce qu'il y a c'est que c'est en même temps ça nous a donné un aspect cool aussi, faut pas non plus c'est intrinsèque en même temps c'est intrinsèque à la communauté indie et particulièrement à Silent Drift, c'est-à-dire que les nouveaux qui arrivent en ce moment, enfin les nouveaux qui sont là déjà depuis un moment mais qui se lancent en ce moment dans leur jeu, comme Laurent Fidèle que je salue amicalement, Adrien Chemise, il y a Chirieux, il y a plein d'autres projets qui se sont lancés avec Gaël aussi. Enfin, j'en oublie et j'en suis désolé, mais c'est des gens avec lesquels où on a des rencontres qui sont quand même vachement géniales, quoi. Il y en a de plus en plus. Et ça c'est formidable. Et c'est aussi que c'est même ce mode-là de CD qui fait que on devient amis parce qu'on se rencontre. Oui, mais du coup, dans la communication après, pardon Fred.
Non, vas-y. Du coup, dans la communication après, quand tu dis bah c'est cool, on est avec des potes, on fait de l'indépendance, ça donne un esprit de corps en fait. Et là, il faut bien le distinguer quand on fait de la communication comme ça, dire bah non, attention, on a aussi des différences, on n'est pas tous. Je vais vous donner un exemple avec Christophe et Fabien. On est fan de théories de The Forge, Big Model, GNS, etc. Et Christophe et moi principalement, on est vraiment on a à cœur de vraiment les utiliser pour nos jeux. Romaric, il en a absolument rien à faire. il est vraiment, enfin, tel qu'il crée sens. Il et c'est pas pour autant d'ailleurs qu'on ne va pas aimer son jeu ou quoi, mais en tout cas, il y a cette différence fondamentale entre nous. Claire. Et on est fiers en plus qu'elle existe. Et moi je suis très heureux d'aider par le podcast, par ce genre de choses, des idées qui ne me plaisent pas forcément aussi. Il y a des fois où je laisse par exemple dire à Fabien dans mon micro des choses qui moi personnellement me choquent, ne me plaisent pas, mais ça arrive rarement. Oui, d'accord, mais ça c'est différent, c'est ta politique éditoriale de podcast, c'est pas lié nécessairement à l'indépendance. C'est pas parce que je suis indépendant. J'ai vraiment. Écoute Fabien, moi j'ai un gros problème dans ma vie. Ouais. C'est que tout est lié dans ma vie en fait. Ok, mais c'est pour donner un peu de rigueur à. Donc oui, non, mais ok, oui, non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis très fier de connaître des gens qui font des trucs complètement que moi, par exemple, j'ai du mal à jouer au corps sensible, Fred. J'ai du mal à présenter le jeu aussi. D'ailleurs, sur le podcast du début de saison avec Trick Track, tu m'as repris parce que j'ai. Non, mais moi, j'avais pas envie de jouer à mon jeu en fait, tel que tu l'as présenté. Mais bon, alors que je l'adore. Hein, c'est tellement pas mon univers, quoi. Voilà, c'est tout. Oui. Moi, malgré tout, moi, j'aime bien le jeu de rôle traditionnel. Ma campagne préférée, c'est Orient Express. Enfin, et vous, c'est quoi? C'est des jeux à autorité partagée ou voilà. Et voilà, déjà, on voit le fossé qu'il y a entre nous. Déjà, là, on est indépendants tous les trois. On est tous les trois des super potes et tout. On est méga d'accord sur tout. Mais quand même, on a déjà une grosse différence. C'est que moi, je reste et je resterai un fan du jeu de rôle traditionnel et classique. Là où vous partez dans des... Ce qui est bien la preuve que indépendance et narration partagée... Absolument. C'est pas la même chose. Absolument. Si vous pensez que ce point-là, on l'a bouclé, enfin on en a fait le tour, j'ai une question à poser. Alors malheureusement, je sais pas si certains parmi nous peuvent y répondre correctement, mais on essaiera. Ouais, la question que je me pose, c'est pourquoi ce terme d'indépendance est autant décrié ou rejeté? Bon, pas tant que ça. Non. Alors, moi, j'ai entendu pas mal de personnes me dire des choses du type, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent, en tout cas, alors je sais pas agressés ou insultés, je suis pas dans leur tête, mais par ce terme-là. Quel genre de gens? Alors bon, je vais pas donner de nom, mais oui, évidemment, des auteurs, des éditeurs, et même des joueurs. D'ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà un mélange entre indépendance et narration partagée? Absolument. Alors là, il y a parfois, moi je sais qu'il y a parfois des gens qui me disent j'aime pas les jeux indépendants, et ce qu'ils veulent dire c'est j'aime pas les jeux à narration partagée. Non, je pense que c'est vraiment la relation au monde de l'édition. D'accord. Alors, moi juste un point pour finir, achever ce que tu disais Fabien par rapport à ça. Les gens confondent indépendance et narration partagée, les gars. Hein. Ça, c'est clair. Bon, aussi parce que il nous arrive d'entretenir mais ce n'est pas de cet aspect-là que je parle. Il y a un truc évident, je sais bien, mais pour en finir avec ce que développait Fabien et qui me semble quand même, malgré tout, influencer au moins 25% des gens qui ont un regard critique sur l'indépendance, c'est qu'ils pensent que les gens qui font du jeu de rôle à narration partagée critiquent les habitudes des autres. Comme si c'est parce que c'était ça, la narration partagée leur plaisait, ce que faisaient les autres c'était de la merde. Et donc ils se sentent menacés chaque fois que par exemple sur le blog de la cellule Kaseo Kidam a fait un excellent commentaire, il y a de ça 5 ou 6 podcasts, où il disait en gros que le problème, oui mais si, il me semble bien que c'était celui de Trick Track d'ailleurs, où il disait en gros le principal problème c'est que dès qu'on dit à un rôliste qui a une habitude, moi je joue avec une habitude différente, il se sent tout de suite menacé.
Oui. Et ça, c'est factuellement vrai. Moi, j'ai failli prendre des coups en convention parce que je disais non, mais il y a d'autres manières de jouer. Les MJ, ça existe pas forcément. J'ai un gros mec, une espèce de laboule de Fort Boyard qui a voulu me taper la gueule une fois. Donc voilà, et ça m'est arrivé. Oui, et puis, Donc ça veut dire que aussi nous raconter des aventures comme ça, de mecs qui quittaient la table. ça veut dire que tu vois, Oui. ils se sentent menacés parce que tu leur proposes en fait, tu leur dis non, attends, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont ça a l'impression jamais que tu été... remets en question leur connaissance encyclopédique du jeu de rôle et donc ils se sentent menacés, ils se disent ah mon dieu. Je sais pas. Alors, t'es un... Je ne suis pas convaincu que c'est une tradition rôliste. Hein, Non, alors, non, mais en tout cas sur les forums, on voit des rêves. Ouais, mais les forums, c'est loin d'être les rôlistes. Je sais bien sûr, mais absolument. Bah attends, c'est moi qui te le dis tout le temps, ça. Salopard. Alors là, attends, putain, le mec, quoi, il va me piquer mes trucs comme ça. Il vient me faire passer. Ça sera pas moi le méchant, hein. Bon, en tout cas, dans tous les, j'irai pas au casse-pipe tout seul. dans tous les cas, moi, c'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire, il y a de nouveaux, on parlait de l'indépendance. On vous propose de nouvelles manières de jouer, essayez-les. Voilà. Si ça vous plaît pas, bah. Recentrons-nous donc Oui, sur la question voilà. de Frédéric, qui Voilà, ce était terme pourquoi indépendant. l'indépendance menace. Alors, c'est souvent Voilà. associé à auteur indépendant. Voilà, en opposition aux éditeurs et éventuellement aux auteurs qui sont édités. Moi, je chez trouve, ces éditeurs. moi, je trouve au contraire que quand tu vois indépendant sur un truc, ça donne une marque. Bon. Ça fait un. Honnêtement, l'indépendance, c'est pas tellement une question de. À nouveau, ce que je disais en début, c'est vraiment qu'un terme juridique. C'est-à-dire que l'indépendance, ça n'est pas un plus absolu pour les. Oui, alors Fabien, pour les acheteurs. Oui, on a compris. C'est une C'était démarche que pour les formel, auteurs. etc. N'empêche que tu peux pas empêcher les gens d'avoir une image d'une forme. Par exemple, de dire l'association, c'est Alors, une bonne chose. Tout ce que dit l'indépendance, c'est que l'auteur l'auteur était le seul à faire les choix. Non, mais Attends, c'est bon. non, laisse-moi, ça c'est quand même important. Tout ce que l'indépendance dit à un acheteur ou à quelqu'un qui a envie de jouer à un jeu, c'est l'auteur a fait tous les choix. C'est peut-être vrai aussi dans un éditeur. Il y a des auteurs qui m'ont dit, ah oui, mais moi, mon éditeur m'a donné carte blanche. Ok. On est totalement d'accord, Fabien. Mais c'est pas une garantie. Enfin bon. C'est pas une garantie de qualité. Non, mais on est d'accord. Mais n'empêche que, mais tu vois, il faut distinguer ce qui est le cas et la manière dont les gens le voient. Le perçoivent, ok. Ouais. Ici, on parle de perception sur l'indépendance. Je me Oui, trompe, Frédéric? Tout à fait. Voilà. Donc, on parle bien de perception sur l'indépendance. On parle pas de ce que c'est factuellement. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, dans les faits, tu as raison. Mais moi, je En trouve même temps, quand même... oui, le rappeler, ça permet peut-être de désamorcer le. Oui, peut-être en fait, peut-être qu'on pourrait dire, oh là, ta question est dangereuse parce qu'elle va nous amener sur une pente glissante qu'on vient de condamner au début de ce podcast. Mais moi, je pense que personne ne se sent menacé par l'indépendance à part ça. Hein. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, Bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà eu des éditeurs quand même qui se sentaient. c'est pas de notre faute si on est cool. Hein. Alors oui, moi personnellement, Et après, indépendance tu pour fais croire moi, qu'on n'est pas snob. pour moi, indépendance, ce n'est rien d'autre en effet qu'une prise de position. Alors, il y a peut-être un peu de l'idéologie, mais c'est pas franchement. Non, pas du tout. Enfin, pour moi, chez moi, oui, il y a de l'idéologie, mais c'est pas franchement le cas pour tout le monde. Non. Et voilà, comme je dis, j'achète des jeux chez la boîte à eux. Pour avoir un peu discuté avec lui, j'aime bien le Grumpf, j'aime bien, j'aime bien. Enfin, je sais pas, j'aime bien les gens du monde du jeu de rôle avec qui je discute, quoi. Je me dis pas, ah non, ce sont des enfoirés, je vais pas faire comme eux, je vais leur tirer dans les pattes. C'est pas du tout mon état d'esprit. C'est pas non plus. Je ne pense pas les prendre de haut non plus ou quoi que ce soit d'autre. Mais par contre, souvent, je t'entends dire. Ah, c'est dommage, ils sont enfermés dans telle pratique et ce serait bien. Tu vois, ça arrive de dire. Par contre, c'est vrai que ça arrive de se dire. Et moi, voilà, c'est normal, hein, de se dire. Ah, bon, c'est dommage, on aurait pu s'éclater autrement ce soir. Je trouve que c'est un très bon point à aborder. Frédéric. J'ai écrit il y a quelques temps, peut-être plus d'un an, un article sur le fait que je disais que c'était cool d'écrire de préparer des parties en évitant de faire des scénarios linéaires en quelque sorte. Et en donnant des clés pour écrire des préparations qui permettaient en fait aux joueurs d'avoir une pleine liberté d'action. Ouais. Et là-dessus, j'ai eu des retours d'auteurs que je vais garder anonymes bien sûr, qui m'ont dit OK, moi je joue comme tu le dis. Mais dans mes jeux, je ne peux pas
faire des jeux qui proposent cette façon de jouer, parce que sinon les acheteurs penseraient qu'ils sont pris pour des cons. Et donc plusieurs personnes ont parlé de ça suite à mon article. Et ok, je le comprends. Frédéric. Je le comprends, il y a pas de souci il y a certains risques qu'on ne peut pas prendre quand on a un investissement financier. Moi justement, je suis indépendant, donc je fais un peu je fais ce que j'ai envie à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi une des forces de l'indépendance, de se permettre de faire des choses que d'autres n'oseraient pas. Ouais, parce que si jamais ton bateau coule, t'es le seul à te noyer, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais t'as pas de responsabilité envers quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Ça m'embêterait que l'échec d'un de mes jeux coule un éditeur. Coule un éditeur. Ouais. Carrément. Il y a aussi, Fabien, est-ce que t'avais... Ouais. D'ailleurs, ça pourrait donner l'impression que je prends les joueurs pour des cons, mais pas du tout, justement. C'est compliqué. Je ne pars pas du principe qu'ils ne pourront pas comprendre la manière dont mon jeu fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, ou que ça les rebutera. Ce que tu décris exactement, c'est que, je sais pas comment si, je te connais. J'allais faire mon naïf, mais je te connais. Je sais que tu fais tes jeux, non pas en ayant une représentation de à qui je vais vendre ce jeu, oui, mais plutôt en disant tiens, ce jeu-là, j'ai envie de l'amener comme ça. Et donc que tu te permets de mettre ce que tu veux dans le jeu sans te demander si ça va se vendre ou pas. Oui, les techniques que je mets dans mon jeu, t'as une contrainte créative de moins, quoi. Voilà, pour moi, permettent d'optimiser l'expérience. Ah, c'est pareil, on en arrive à nouveau à mon idéologie d'extrême gauche qui est que on fait pas des choses pour vendre, on fait des choses pour se faire plaisir et peu importe si ça trouve pas énormément de lecteurs ou de... Ça trouvera aussi, là comme dit, moi je reviens à mon propos qui est de dire, il faut légitimer des voies comme des bouquins qui sont assez sobres, des tailles de gamme qui sont assez petites, ces gens qui publient des jeux en 6 volumes là, ou des circuits de distribution comme Lulu, parce qu'en légitimant tout ça, tu me permets de faire une transition extraordinaire. On va pouvoir donner de l'autonomie aux gens et leur donner du choix. C'est juste ça. Donner du choix aux créateurs. T'es vraiment au top du podcast parce que tu fais vraiment la transition magnifique vers ma question d'ouverture. Le transistor. Qui était, et là, Frédéric, je veux que tu t'accroches à ton micro. Est-ce qu'il est en train de nous montrer des trucs, là, genre, on n'est pas à la télé. Non, excusez-moi. Je suis allé chercher une référence que j'utiliserai peut-être un peu plus tard. C'est quoi? Dis-nous ton truc, là. On s'en fout pour le moment. La question, c'est Lulu et Ulule et toutes ces modes Lulu c'est quelque chose et ensuite autre chose, les modes de souscription tels que Kickstarter sont-ils, oui ou non, une chance pour l'indépendance? Lulu pour moi c'est super clair. Commençons par Lulu. Donc, puis on en parlera des souscripteurs après. Lulu.com c'est quoi? C'est un site sur lequel vous envoyez votre PDF ainsi que votre JPEG de couverture, donc l'image de couverture, et vous pouvez ensuite commander des bouquins. C'est-à-dire qu'ils vous impriment à la demande des bouquins, et c'est comme ça que Monostatos est vendu. C'est-à-dire que les gens vont sur le site de Lulu, commandent là-bas, et pouf, au bout de une semaine, ils reçoivent leur... Prosopopée aussi, pareil. Prosopopée pareil, donc vous deux, vous êtes sur Lulu. Oui. Moi, je les emmerde. Voilà, alors, à mon avis, Lulu, c'est excellent pour tout un tas de raisons. D'abord, pas cher. Un Monostatos, je le dis et je suis en parfaite transparence là-dessus, coûte 4,20€ à fabriquer. Après, quand moi je les commande, il y a la TVA, les frais de port. En plus, les frais de port sont assez lourds. Toujours est-il que il me coûte un petit peu plus, il me coûte 5,50€ à... Au final, total, 5,50€. Quand je les vends de la main à la main. Ouais. Donc ça me semble pas énorme par rapport à un prix d'impression. Alors surtout ce qui est formidable avec Lulu, c'est que je n'ai pas à avancer le moindre copec. Et ça c'est vachement important pour moi parce que si jamais Monostatos se plante, là j'ai pas trop l'impression que ce soit le cas, mais si jamais ça arrive, moi non plus, dis donc. J'ai rien perdu financièrement. J'ai peut-être une blessure d'orgueil, mais ma foi. Plein d'argent n'est pas mortel. Pour ceux qui aiment la cité de la peur. Et le dernier truc sur Lulu. Alors, Lulu, il y a aussi Lulu. On parle de Lulu, on passera ensuite. Il y a des limites sur Lulu aussi. Il y a des limites du genre,
il faut pas hésiter à aller chercher les informations. Mais ça, à nouveau, c'est un truc, je dis, où j'essaierai de faire, je ferai un message sur Silent Drift en disant comment bien utiliser Lulu. Lulu, il y a quand même des contraintes en termes de format et de qualité de papier. Tout à fait. Oui. Donc ça, bon. On peut pas avoir des ouvrages d'une qualité. Comme ça, par exemple, avec du beau papier livre, ça c'est pas possible. C'est quand même du papier. Enfin bon. Oui. Donc, par à exemple, nouveau, ça va être la guerre là. Ça va être la Lulu, guerre. à partir du moment où tu fais une impression couleur, par exemple, c'est hors de prix. Si tu essaies d'avoir une couverture rigide, pareil, c'est hors de prix. Par contre, si tu fais impression noir et blanc avec couverture souple. Couleur. Couverture souple couleur quand même. Oui, la couverture est en couleur. Oui, on peut la faire en couleur, y a pas de souci. Mais l'intérieur est en noir et blanc et couverture souple. À ce moment-là, eh bien, c'est à nouveau, tout à fait abordable. À ce que je disais tout à l'heure. Quand on a un livre qui est sobre, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait une mise en page de ouf. On n'a pas besoin d'avoir une tétrachier d'illustration. Donc ça aussi. Le but c'est la partie. La partie elle sera pas en qualité papier livre ou en qualité papier machin. Elle sera en qualité partie. Ce qui veut pas dire parce que qu'un livre sobre veut pas dire qu'on peut faire un livre qui soit agréable à lire, qui soit beau. Nous sommes d'accord. Mais juste un livre qui se la pète pas. Nous sommes d'accord. Moi je vous chambrais avec mon papier livre, mais c'est Prosopopée et Monostatos. Donc de ce point de vue-là, de toute façon Lulu, très bonne qualité. Lulu, c'est la méga chance du jeu de rôle indépendant. Alors, Lulu, c'est quoi? Non, Lulu, c'est quoi? on vient d'en parler. Non, mais c'est quoi comme entreprise? Un site internet. Et ils font travailler quoi? Des Chinois ou? Des Français. C'est Des Français. je sais plus, l'imprimerie est dans, je sais plus dans les Landes. L'imprimerie est à Saint-Martin-des-Landes, non? Non, mais c'est pas un truc américain à la base? Non. Alors peut-être, oui, mais en tout cas, c'est américain, mais ils le concept utilisent des imprimeurs espagnols, britanniques et français en Europe. Suédois aussi. D'accord. Suédois, oui. Parce que moi, en donc fait, c'est local. Moi, c'est c'est local. Ça dépend où t'es. Ça va, Saint-Martin-des-Landes. Enfin, je sais pas où c'est Saint-Martin-des-Landes. Moi, j'aime bien travailler avec mon imprimeur et le voir en face, en fait. D'accord. Les yeux dans les yeux. Okay. Moi, c'est contre Mayenne. C'est Mayenne. Les bouquins qu'on commande en France sont souvent parce que moi, vraiment, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est d'avoir un imprimeur. Mais j'aime pas ça non plus avec Internet, par exemple avec Free, où t'as aucun contact avec l'entreprise, tu vois pas les gens en face. Moi, j'ai horreur de ça. Moi, je suis un vieux con. Moi, j'ai 73 ans. Il m'est arrivé de. Alors, moi, je parle comme acheteur de Lulu. J'avais une fois acheté un autre bouquin de jeu de rôle de Lulu, et le bouquin de jeu de rôle m'était arrivé monté à l'envers. Ouais. Donc la première page était la dernière. Alors là, moi, ça m'est arrivé avec mon imprimeur. Lulu, donc ça c'est pas. Lulu n'a pas le monopole de la tâche. Hein. Mais Lulu, j'ai pris une photo que je leur ai envoyée, et puis dans la journée, ils m'ont réimprimé un nouveau bouquin pour 0. Sans que je paye non plus les frais de port, et ils me l'ont envoyé, et il était nickel. Donc au lieu d'avoir pu bénéficier du jeu de rôle une semaine après, j'en ai bénéficié 15 jours après. Donc il y a quand même un suivi. En tant qu'auteur, on est un peu livré à soi-même pour la publication du jeu. Par contre, pour les clients, pour les le suivi, tout à fait. Voilà, il y a un service après-vente. Et en plus, rien n'empêche l'auteur après de mettre son contact sur son site pour que les personnes qui vont jouer à son jeu puissent communiquer avec lui. Et nous, en plus, on nous retrouve sur Silent Drift. Donc Lulu prend une marge sur les livres que vous... Oui, ils prennent 20% de la marge brute. C'est-à-dire, mon Monostatos est à 15 euros. Il coûte 4,20 à créer, donc il y a 10,80 € de marge brute. Ils prennent 20% de cette marge brute, c'est-à-dire comme ça à la louche 2 euros. Ouais, non, bon, je suis pas très bon à calculer mental, mais enfin. Moi, c'est pas du tout mon idéal, Lulu. Hein. Mais bon, c'est. Oui, mais ça se comprend. Moi, ça me fait peur. Hein. Nous, c'est ce qu'on a choisi. Enfin, moi, il y a un autre truc qui est un peu idiot, mais c'est pas des gens. Pour moi, c'est une grosse boîte qui fait tourner des machines. Voilà, mais après, quand t'as pas d'argent à mettre dans une impression de 100, 200, 300 exemplaires, Lulu, c'est formidable. Moi, j'en ai imprimé 25 la première fois. Pour moi, c'est le McDo de l'impression. Pour moi, c'est du McDonald's de l'impression. Non, parce que ça a quand même une bonne qualité.
pour pas cher, donc c'est un peu plus que, excuse-moi, c'est un peu plus que de McDo comme. Non, mais Que tu j'exagère. te retrouves mais... pas à passer tes week-ends et tes Peut-être, semaines à la poste non plus. Donc ça, c'est... Après, je Oui, alors, suis pas. l'avantage de Lulu, c'est qu'il s'occupe aussi de la distribution, c'est-à-dire que je suis pas. Donc là, il y a aussi le pouvoir de la flemme qui joue à. Et comme, Alors, comme le disait Fabien, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, si Lulu tient, nos jeux sont toujours en vente. Le tout, vente. c'est que le Lulu continue à tenir, quoi. Bon, je pense que ça marche bien, Lulu. Hein. Ben, tous les auteurs, parce que vous êtes pas, le jeu de rôle n'est pas le seul à profiter c'est de Lulu. Il y a tous les. Alors, heureusement que Lulu les ne fonctionne artbooks pas que grâce au jeu de rôle indépendant. Le quoi, roman parce que sinon, indépendant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Parce que, par exemple, Picatoulou, qui récemment s'est mis en tant qu'auteur indépendant également de Milvaux, romans. c'est ça Pardon? Milvaux, non? Oui, ça c'est l'auteur de Milvaux. Il y a un très bon podcast là-dessus. Eh bien, lui, il le passe aussi par Lulu pour diffuser ses jeux. Il a D'accord. sorti notamment musique sombre pour Ces jeux ou ces romans sombre. Ses romans, ses jeux, ses poésies, d'accord. ses livres-jeux, ses conseils, ses Ah, tout. là, je savais pas, il passe par. J'irai voir ce qu'il fait, tiens. Bah là, pour l'instant, il commence. Il vient D'accord. juste de monter sa. Ah, ok, autant pour moi. Sa structure. Donc là, voilà, il vient de sortir un jeu qui s'appelle Musique sombre pour jeux de rôle sombre. Il y aura D'accord. probablement des prochaines publications bientôt. Voilà. Ah, Mais excellent. c'est- Et bonne Mais il viendra. Il m'a Très dit bonne qu'il nouvelle. allait écrire à Christophe. Il viendra probablement sur Silent Drift. Ouais, ça serait Et il cool. aura, à mon avis, il Excellent. pourra obtenir une rubrique. Je pense. Je suis pas sûr, mais Frédéric, Non, par rapport à Lulu. Ouais, Non, pour c'est bon. Lulu, Pour toi, il y a pas de alors, problème. oui, Moi, ça étant me donné que fout nous, les on a boules, publié nos bouquins sur me fout Lulu, les moi, je boules. ne rencontrais aucun problème. Moi non plus. Donc, Est-ce que t'as rencontré on va quelqu'un bien entendu, enfin, moi, je compte le faire et il me semble que toi aussi, expliquer un peu comment on s'y est pris, Ouais, ça, c'est quelles important, sont les choses à savoir. parce que Lulu, quand t'es auteur, c'est pas super évident. On y arrive, mais c'est pas super évident. Mais moi, mes Monostatos, ils sont tous arrivés dans un état nickel, hein. J'ai pas eu de bavure, j'ai pas eu de colle qui se, Bah, ça, c'est de super. reliure qui À mon avis, se barrait. ça doit être super important pour eux que tout ce qui arrive soit nickel et qu'il soit nickel sur le retour. Bah, simplement parce qu'ils payent une deuxième fois le Oui. bouquin si c'est pas le cas, quoi. Donc, pour eux, c'est pas. Et les souscriptions? Kickstarter. Alors, Moi déjà, je vais faire un avertissement. Enfin, j'ai lancé un avertissement. Je n'en ai jamais fait. Je ne connais rien à cela. J'ai Moi, juste. Pareil. Alors, bon, tout le monde. Enfin, j'imagine que la plupart des gens savent comment ça fonctionne. Une personne lance un appel à souscription. Des gens mettent de l'argent dessus et quand ils atteignent le seuil fixé, ça signifie que le projet pourra être lancé et qu'a priori ils pourraient en bénéficier. Et que les souscriptions sont déboursées. C'est-à-dire que les gens Voilà. qui ont souscrit vont se voir leur compte débité, tout simplement. Ouais, parce que s'ils atteignent pas les objectifs, ils ne sont pas débités. Oui, Voilà, c'est ça. voilà, tout Alors, à fait. il y a quand même un truc qui est important à préciser. C'est que un projet qui est souscrit ne veut pas dire que le projet aboutira. C'est-à-dire que par exemple, des gens peuvent avoir mis beaucoup d'argent dedans et se retrouver le bec j'imagine que le c'est bec un dans l'eau. caractère exceptionnel quand même. C'est un caractère exceptionnel, mais enfin, Ça peut arriver. à mon avis, c'est quand même un avertissement sain qu'il faut donner. D'un autre côté, pour les auteurs indépendants, là où je pense que ce n'est pas forcément adapté, c'est que tant que tu n'es pas connu, à mon avis, ça me paraît difficile de réunir suffisamment de personnes qui veuillent bien mettre de l'argent pour quelqu'un qui a une certaine renommée. Il faut déjà avoir une renommée. Voilà. Donc en fait, c'est pas adapté à un éditeur, un auteur indépendant qui débuterait. Oui, je pense. Ouais. D'accord. Et puis bon, alors moi, ce qui me dérange un peu Après, peut-être que je me trompe. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas besoin en fait de Lulu. Alors ça peut être un super outil de communication. De Kickstarter, tu veux dire. De Kickstarter, oui. J'en ai pas besoin parce que voilà, comme j'ai dit, j'arrive à lancer mon jeu sans mettre un rond sur la table, quoi. Donc voilà. Toi, en fait, ce qui te posait problème à la base quand t'as voulu publier un jeu, c'était cette histoire de premier sou, quoi. Premier sou, Oui, premier sang. voilà, c'est ça. J'ai pas envie de prendre de risques en cas de problème. Ouais. Ça, c'est important. Alors, est-ce que, moi, je voulais savoir ce que vous en pensiez de ça, mais bon, ok. C'est juste l'aspect. Bon, après, comme dit, moi, j'ai pas d'expérience, hein. Je me demande si ce n'est pas un moyen, donc Ulule, Kickstarter, etc., qui favorise les projets populaires.
C'est-à-dire Voilà, qui c'est ça. ont Donc, en déjà fait, une bonne réception. Et qui empêche en fait les nouveaux d'arriver dedans. Voilà, et les projets un petit peu plus. C'est-à-dire que si t'es jeune, novateur. si t'es jeune Voilà. auteur qui lance un jeu de rôle qui sort des sentiers battus justement, ben un Kickstarter, ce sera difficile quoi. Ou alors tu demandes vraiment un Kickstarter de. Moi, la raison pour laquelle je pourrais faire appel à un Kickstarter, c'est si jamais, donc l'illustrateur pour Monostatos est payé 2 € par bouquin vendu, ce qui me semble être correct. En tout cas, il sera d'ores et déjà pas payé 50 € pour son travail, un peu plus donc. Mais donc ça me permet aussi de pas mettre d'argent sur la table. Ouais. Maintenant, il y aura peut-être des illustrateurs un jour qui me diront moi je crois pas vraiment, je crois pas beaucoup à ton projet. Je veux une mise de départ avant de me mettre à travailler. Là, je pourrais faire appel à ce qui se passe avec Valère. Par exemple. Ou alors autre cas de figure, un projet où j'ai besoin de matos. Par exemple, un coffret avec du matériel dedans, des cartes, Tu sais que il y a des sites comme Lulu pour le jeu de société. Hein. Oui, je sais, The Game Crafter notamment, qui permet de commander des cartes avec. On crée les illustrations, il nous fabrique les cartes. On peut commander des dés, des boîtes, des plateaux, tout ce dont on a besoin. Ouais, génial. Ça c'est génial, vraiment. Ouais. C'est comme lui, je sais pas ce que ça, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai jamais essayé. Et en plus, comme je sais plus si c'est allemand ou américain, mais alors regarde, Romaric, un des trucs qui est cool dans l'indépendance je crains que si c'est américain, qu'il y ait des frais de port un peu excessif. Je crois que c'était un truc allemand, moi, le truc que j'avais vu. Ah ouais. Un des trucs qui est cool aussi dans l'indépendance, c'est que comme dit, on partage nos expériences. Et que si jamais on se brûle les ailes à Lulu, Fred et moi, on pourra en parler et dire voilà, on s'est planté. Si jamais ça marche bien et qu'on peut continuer, ou si jamais ça marche mais que ça a un certain prix, ça suppose certaines contraintes, on peut en parler et toi tu pourras, dans tous les cas, toi ça sera toujours bénéfique pour toi, dans la mesure où Romaric, Romaric, voilà. Ou vous, futur auteur auditeur, futur auteur de et auditrice, future auteuse de jeux de rôle indépendants. Exactement. Ça c'est très important. Ce sera toujours bénéfique pour vous parce que si on se plante, vous saurez qu'il faut pas aller par là. Et si on se plante là, et variété, richesse. Donc l'indépendance, ça permet aussi d'explorer de nouvelles manières de donner des prix à ces jeux aussi. Par exemple, Ben Lehman, donc l'auteur de Polaris, vend un de ses jeux en dur pour le prix que vous voulez. C'est-à-dire qu'un petit jeu qui s'appelle Clover, qui est tout mignon, dans lequel on joue la vie d'une enfant de 5 ans, il me semble. C'est très très mignon. Ouais. Et donc le bouquin est en dur, il est relié. Il doit faire une trentaine de pages. Un petit carré, voilà. Un petit peu comme les Monsieur et Madame. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, ça ressemble à ça. Et vous pouvez le recevoir chez vous pour 0 €, si vous voulez. Même pas payer le frais. Il vous l'envoie. Ou vous pouvez donner 40 €. Si, il y a un minimum quand même, je pense, non? $1. Non, il n'y a pas de minimum. Et Ben Lehman, il me semble, disait qu'il gagnait. Non, pas pour celui-là, en tout cas. Non, pas pour celui-là. Il me semble qu'il disait qu'il gagnait pas mal d'argent. Il gagnait plus d'argent que s'il avait mis un prix fixe, par exemple. Ouais. Vous avez une expérience. Regarde, par exemple, Thomas Poussou, quand il vous a acheté vos jeux à tous les deux, il vous a filé plus que le prix du jeu en disant pareil. Oui, mais c'est différent parce que ce n'est pas une démarche de nous comme. C'est un ami, donc voilà. C'est pas. Ça c'est différent. Mais ça, non, mais ce qui veut dire que parfois on fixe son prix pour un jeu et certaines personnes sont prêtes à mettre plus. Ouais, c'est ça que je veux dire. Dis-moi, Romaric. Ouais. Nous, on a parlé du mode d'édition de nos jeux, enfin de publication de nos jeux, de combien on en a retiré, combien on en a vendu, et qu'en est-il pour Sens? Alors pour Sens, moi donc j'ai choisi de faire travailler l'éditeur qui est juste en bas de chez moi. Moi je bénéficie d'une qualité d'impression qui est supérieure à celle qu'on peut avoir sur Lulu. Tout à fait. Et également au niveau de la nature du papier, mais moi ça je le voulais. Parce que moi, en fait, à savoir que Sens, ce que je voulais, c'est presque que ce soit pas un livre, mais presque une sorte d'œuvre un peu mystique, mythique. Pour toi, c'était important. C'était important que l'objet ait une tronche particulière, qui soit de grande qualité. Je dis pas qu'il fallait que l'objet soit bien papier glacé, couleur, machin. En fait, il devait pas avoir non plus la tronche d'un livre de jeu de rôle comme on peut en trouver dans le commerce, mais je voulais que ce jeu ait une tête de livre ou que, en tout cas, qu'il soit un peu
tiens, c'est bizarre. Enfin, c'est pas normal. Donc voilà, déjà j'avais des intentions particulières que je ne pouvais pas demander à un imprimeur à distance comme Lulu. Donc, t'en as fait imprimer 100 pour. J'en ai fait imprimer 100. Que t'as mis chez toi. Absolument. Et que tu envoies à chaque fois que quelqu'un t'achète un. Absolument. Et c'est pareil pour Sens Mort. Ça, j'ai 100 Sens Renaissance. À la maison, j'ai toujours quasiment 100 Sens Renaissance et 100 Sens Mort. Là, il faut savoir que je vais bientôt être épuisé en Sens Renaissance, donc je vais devoir en faire réimprimer 100. Là, tu vois, il y a aussi une question de place. Par exemple, moi, je passe par Lulu. Ouais. Parce que j'ai un appartement qui fait 35 mètres carrés et que j'ai pas la place pour entreposer des cartons. Ouais, ça En joue. plus, on est à deux à vivre dedans, donc c'est pas possible. Ouais, non, mais moi, bon, voilà, ça c'est vrai que c'est une chance d'avoir la place, d'avoir deux, trois endroits pour mettre pour mettre tes petits bouquins. cartons. Donc voilà, il y a ça aussi, si tu veux. Petit carton de vin, un petit carton de cidre, Alors, un petit carton de jeu de rôle. Tu en as vendu Les combien? plaisirs de la vie, quoi. Bon. Alors, Romaric, tu en as vendu combien? L'alcool est dangereux pour la santé. Détourne pas le consommer sujet. avec, Tu en as vendu combien d'essence aujourd'hui? Eh bien, alors, donc, première édition, vente 180. La première édition de Sens Renaissance. D'accord. C'est le petit livre. Les petits blancs, bouquins, blanc, le petit bouquin blanc avec la femme qui a une drôle de tête violette dessus. Donc ça, 180. J'en ai fait imprimer 60 par 60, c'est fait 3 impressions. La deuxième édition, pareil, en fait, parce qu'il m'en reste même plus. J'aurais dû en vendre 190. À peu près. Parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas compté. Pour Sens Renaissance. Tu me poses la question à froid comme ça. Sens Renaissance. Donc là, on parle des bouquins, des bouquins noirs, les gros qui sont voilà, à l'heure actuelle. avec Finon Finger dans les flammes sur la première page. Voilà, c'est Finon Finger. Ça, c'est 190. Et peut-être même plus, parce qu'il me semble qu'il m'en reste que 3 à la maison. Donc 197 peut-être. Tu vois, ça se compte comme ça. Sens Mort. Sens Mort, 120. Ok. Donc, il me reste encore du stock. Bon, faut compter, de toute façon, je pense qu'il faut à peu près imaginer que Sens, ça va être, pour 100 livres vendus, le deuxième se vendra à 70. Si t'en as vendu 70, après, il faudra diminuer à 50, des trucs comme ça. Mais ça va être décroissant, forcément, parce que c'est normal. Les gens, ils vont pas commencer par le tome 5. Qui lisent le premier, qui se disent, par exemple, tu vois, le prochain Sens que je vais sortir, je vais probablement l'imprimer qu'à 70 exemplaires. D'accord. Parce que je veux pas non plus prendre le risque d'avoir des stocks monstrueux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks, ils se vident tranquillement, mais sûrement. Un Sens, c'est une valeur sûre au sens où là, j'ai pas du tout peur pour mes stocks, si tu veux. Ça se vide régulièrement, il y a un livre qui part. Voilà. Je te dis, c'est 3, je sais pas depuis combien de temps il est parti, mais en période creuse, c'est à peu près 3 livres par mois. Okay. Et puis il y a le monde logique aussi. Tiens, on n'a pas parlé du monde logique, l'écran. L'écran, alors lui, ça a été un flop. Les gens, il y a que les gens, vraiment les gros fans qui ont acheté. J'ai dû en vendre une 40aine, je pense. Ah ouais, quand même. Ça va. Ouais, mais c'est peu. D'accord. Et tu en avais commandé combien? 100. Donc ouais. Sachant que l'écran m'a coûté très très cher à faire. Ah oui. L'écran, le volet en lui-même, j'en ai 500 à la maison. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il a fallu faire des plaques. Et il se fait il crawl dans comme Picsou. comme sur cette magnifique caricature qu'on a de moi avec les billets de 20 € là. Extraordinaire. Je remercie la personne qui a fait cette caricature. Un masque de troll. Et un masque de trollface. Trollface. Donc voilà. Et oui, donc j'en ai 500. Mais par contre, j'ai que 500 mondes logiques. J'ai que 100 mondes logiques, pardon. J'ai 500 écrans, mais j'ai que 100 mondes logiques. Parce que en fait, l'écran, il fallait faire une plaque. Donc ça veut dire que le monde logique est probablement le seul Sens qui va être en version limitée, à 500 exemplaires. Au-delà, ça me coûtera trop cher de faire une réimpression et je pense qu'elle sera jamais faite. Donc l'écran, en fait, il est collector. Eh bien, je te souhaite qu'il devienne un jour collector. Numéro de clé. Non. Non, parce qu'en plus, ils m'en ont fait des gratos et tout, ils ont été super sympas. Ouais. Mais bon, et sinon, sur le coût d'impression, quand même, une question que tu m'as posée, faut compter entre 8 et 9 € selon les températures qu'il fait dehors. Un bouquin de Sens. Mais c'est vrai que c'est assez aléatoire, parce que ça dépend du nombre de pages et tout. Faut compter le bouquin de Sens, un bouquin de Sens, c'est entre 8 et 9 € en coût de production. Sachant qu'ils sont vendus 25 €. Sachant qu'ils sont vendus 25 €. Mais voilà. Il faut compter que sur ces 25 €, il y a 2 € qui vont à Valérie
D'accord. Ça, c'est pour la les question que je vais te poser. illustrations. Donc tu payes la même chose que ce que je Et fais. parfois je lui donne une prime, ce qu'on appelle la prime, c'est-à-dire quand je par exemple. Bravo, t'es l'employé du mois chez Romaric. Non, mais c'est Co. par exemple quand il a fait la guerre des immortels et tout Ah, ça, ouais. paf, Ah oui. t'as les Bah, gros billets qui tombent là, et tout. Les gros billets. Tu payes- Non, ouais, mais parce que la c'est guerre clair, des immortels, ils se vendent pas. Valérie, en moyenne, je te file, Imagine Romaric avec un gros cigare. chaque fois qu'il y a une derrière impression de son sens, bureau en chaque verre. fois qu'il y a une impression de sens, les 100 bouquins, Valérie touche 200 €. D'accord. Donc c'est pour le milieu du jeu de rôle, je pense qu'il est payé correctement. Tu vois, il y a déjà Moi, eu c'est ce que 3, j'espère- c'est ce 4, que j'essaie- 400, il a déjà touché 1500 € avec Sens. Moi, c'est le minimum que j'espère pouvoir payer mon illustrateur. Parce que si j'atteins 100 exemplaires de Monostatos, là, j'en suis à 55. Si j'atteins 100 exemplaires, je leur ai payé 200 €. Après, je sais pas, comme c'est très difficile de savoir ce qui se fait comme prix d'illustration, enfin bon, en tout cas, ça me semble correct comme Ouais. travail. Après, il y a les impôts. Moi, je suis un auto-entrepreneur, il y a des impôts. D'accord. Payer des impôts sur ce que tu gagnes. Il y a plein de choses à dire. Moi, j'ai peut-être un truc qu'on aurait dû dire au début, mais bon, ma foi, on fait souvent la différence amateur, professionnel dans le jeu de rôle, et c'est une différence à laquelle j'aimerais bien tordre le cou. Ouais. Et dire aussi où se trouve l'indépendance vis-à-vis de ça. Alors, la réponse, c'est que l'indépendance est complètement indépendante des notions de professionnel ou d'amateur. Elle se situe sur notre plan, quoi. C'est-à-dire que, alors, Notre plan astral. Ouais. d'abord parce que la notion d'indépendance est définie clairement, alors que la différence entre professionnel et amateur, sur le grog, c'est quand un jeu est professionnel à partir du moment où il est vendu. Il est vendu avec une marge, il me semble. Mais ça peut être un fichier électronique ou ça peut être un. Il y a des gens qui disent que. C'est pas lié au numéro ISBN? Je ne sais non, pas. Encore une fois, tu vois, la preuve de l'occultisme du truc, personne ne sait. Moi, je Si, moi, si, je vais c'est- dire. Non, si le grog, c'est marqué. Il y a une page sur laquelle ils disent ça. Si. Donc là, ils le disent. Ils sont transparents là-dessus. Mais bon, toujours est-il que on peut être indépendant et entre guillemets professionnel ou entre guillemets amateur. En général, Oui, mais attends. tous les jeux amateurs sont des jeux indépendants dans la mesure où Oui. leur auteur n'a pas vendu ses droits sont de fait indépendants, même s'ils le revendiquent pas comme Absolument. tel, parce qu'ils n'ont pas vendu leurs droits à une autre structure. Je voudrais revenir sur ton histoire de grog, là. C'est pas le grog qui dit est-ce qu'il est amateur, est-ce qu'il est indépendant. Il y a quelqu'un qui a coupé une prise de courant. Oh merde. Putain, Fabien, t'as failli faire foutre en l'air. Il y a pas de batterie sur ce PC. Alors, faut dire ça à Fabien, c'est génial parce qu'il a le cœur qui t'en fais pas, Fabien. La situation a été restaurée. Ce sera mon dernier podcast. Alors, donc Fabien, pour revenir sur le grog là, il y a après toutes ces émotions, le grog n'a pas le monopole des définitions de ce que c'est l'amateur et l'indépendant. Oui, d'accord, mais et tout à fait. truc. Mais c'est peut-être. Mais bon, mais bon, c'est probablement c'est l'autorité peut-être suprême. la Ouais. définition la plus influente. Ouais, dans tout le à numéro fait, liste. tout à fait. Mais bon, il y a des gens qui disent aussi les professionnels, c'est les gens qui vivent de leur. voilà, ouais, il y a ça aussi. Mais alors, à ce moment-là, À mon avis, pas c'est un jeu vidéo. tant que ça, hein. Il y a ça, pas c'est dans le beaucoup jeu de monde, vidéo et dans Ah oui. où on dit ça souvent. Et dans Donc, ce qui veut dire qu'on peut être, professionnel ou amateur, ça n'a rien à voir avec l'indépendance. Tout à L'indépendance, fait. c'est On peut être indépendant et avoir fait un jeu en PDF gratuit. tout à fait. D'accord. Ouais, mais ça de toute façon, ces distinctions entre Bon, et professionnel l'indépendance, amateur. c'est, bon, ce qu'il y a, l'indépendance, c'est aussi une position militante, enfin pour le moment en tout cas, c'est-à-dire c'est une manière de se revendiquer. Ce que je veux dire, c'est que par là, c'est qu'il y a plein de gens qui sont indépendants, mais qui ne le revendiquent pas, qui cherchent pas à aider d'autres personnes également à publier ou à transmettre ses compétences. C'est là qu'on retrouve l'esprit de corps en fait que je sais un petit peu parce qu'il y a quand même une revendication, c'est-à-dire qu'on s'affiche. Tu regardes sur les bannières sur Sens sur internet, c'est toujours Sens JDR indépendant. Ouais. Et moi je le précise aussi pour Monostatos. Précise aussi Oui, pour moi Monostatos. Donc c'est affiché quand même sur le Voilà. truc. Mais justement, quand tu dis que tu es le premier auteur indépendant en francophonie, Romaric, en fait, tu es le premier qui se déclare comme tel. Voilà, parce qu'il y en a eu d'autres avant toi. Tout à fait. Johan Scipion par exemple. Oui. D'accord. Qui affiche son. Mais non mais tout à fait. Ouais. Oui. Absolument.
Et c'est vrai que lui, indépendant, il avait tendance à le définir. Alors, j'aime trop le faire parler alors qu'il est pas là, mais je crois qu'il m'avait dit, alors sous réserve, hein, il mettra un commentaire si je me trompe, que en gros, les amateurs à visée professionnelle, c'est-à-dire, il y a l'idée que tu fais ça en amateur pour l'instant, mais dans l'espoir d'obtenir un jour l'édition, soit par toi-même. Avec tes propres deniers, soit par. Pourquoi je voulais lui tordre le cou à cette. À Johan. Mais non. À cette. Mais non. J'imaginais déjà son petit bandeau de pirate, tu sais, qu'il a toujours sur les conventions en train de tourner. Pourquoi je voulais en finir avec cette définition de cette différence entre professionnel et amateur, c'est que malheureusement, très souvent, professionnel, c'est limité à éditeur. Or, il y a aussi là aussi, c'est un autre chantier de légitimité, comme il y a un chantier de légitimité pour Lulu, pour les jeux sobres, pour transmettre les compétences, tout ça. Il y a un chantier pour dire, ben oui, je suis indépendant, mais je suis professionnel. Oui, je suis professionnel. Ouais. Moi, par exemple, je suis professionnel, hein, c'est mon métier, le jeu de rôle. Ouais, bah oui. Et je donne des cours à côté pour gagner des sous, mais je suis professionnel, c'est mon métier, c'est mon travail. Et puis il y a aussi le fait que pas beaucoup. Parfois tout ce qui différencie un entre guillemets professionnel d'un amateur, c'est le label. C'est le fait que quelqu'un a créé un nom. Tiens Fabien, je te donne un Fisherman. Pas le paquet. Un Fisherman. Merci Romaric. Fisherman édition, par exemple. T'en veux un, Fred? Allez. Soyons fous. Podcast chausson et Vous assistez à du deal de Fisherman, là. En direct. Bien peinard, comme ça, avec nos petites bolets de cidre. N'importe quoi. C'est ça aussi l'indépendance. Pour revenir à ça, parfois c'est juste un tour de magie, la différence entre professionnel et amateur. C'est-à-dire que il y a des gens qui souvent c'est la qualité, quoi. Tiens, c'est beau, c'est chouette. Il y a des gens qui se font reconnaître comme professionnels parce qu'ils ne disent pas c'est moi tout seul qui soutiens ma structure. Moi je le dis, c'est moi tout seul, Fabien Eldvagne, qui soutient l'Alcyon. Et en fait, du peu que je suis connu, je pense que je suis plus connu comme par exemple Ludovic Papaïs est amateur, indépendant sur un de ses projets, Polar Base. Je suis pas sûr. Parce que alors déjà il y a deux auteurs. Il y a Jérôme Larrey et Ludovic Papaïs. Ça ne change rien. Ah, ça change rien, absolument. Rien, ouais. Mais puisque c'est je connais pas, il faudrait voir le contrat et puis il se revendique pas comme tel, donc d'accord. Voilà, c'est ça. Mais par contre, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'inversement, il ne se revendique pas comme donc l'indépendance, il se revendique comme jeu de rôle aussi. J'ai pas eu la boîte dans les mains, donc je connais pas. Ah oui, pardon, excuse-moi, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas un jeu indépendant. Il ne se revendique pas comme étant jeu indépendant. Oui, mais ça l'est peut-être ça répond peut-être à la définition. Tout à fait. Mais tu vois, comme quoi, il y a une idée aussi de se revendiquer. Tout à fait. Il y a une dimension. Pour le moment, il y a une dimension militante. Oui, c'est important parce que il y a à notre niveau maintenant là, au moment où on enregistre, il y a une dimension militante parce qu'on essaie de faire passer tous les chantiers dont je vais pas arrêter de vous rebattre les oreilles. Après, il y a aussi j'aurais tendance à dire que personnellement, se revendiquer indépendant. Christophe va me tordre le cou, mais je pense que c'est aussi Non mais Christophe a tout à fait raison d'être extrêmement rigoureux sur la définition de l'indépendance qu'il utilise, et comme en plus il est modérateur d'un forum de jeux de rôle indépendant, alors qui dit donc il est obligé de dire qui va entrer, qui va pas entrer. Chaque fois que je comprends que ça le fasse grincer des dents, chaque fois que on nuance cette définition, la définition qu'on a donnée au début, qui est une nuance qui est une définition très précise. Oui, tout à fait. Donc, bon. Mais ce que tu veux dire, c'est il y a une revendication de l'indépendance, et c'est ça qui là dont tu parles. Oui, parce que c'est aussi participer à la communauté. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est aussi participer à la communauté indépendante. Au moins un petit peu, mais après c'est peut-être plus parce que je vois ça comme sociologue, alors que c'est une définition, une formation professionnelle. C'est une, enfin, de mon point de vue alors que c'est plutôt une définition juridique au départ. Absolument. Ouais. Bon, allez, on les a. On a bien on a quand même bien débriefé pour les auditeurs. Je pense que là c'est bien. Moi, je répète mon appel. Venez sur Silent Drift. Si vous avez envie de développer un jeu de rôle et maîtriser complètement votre jeu du début à la fin, venez le faire, on vous aidera.
Enfin, moi, je vous aiderai en tout cas. Ouais. N'hésitez pas. Moi, Tu j'attends. sais pas à quoi tu t'exposes, bon. J'attends. Tu vas te retrouver comme moi, à J'attends corriger qu'au des plaisir de mémoires les de Master rencontrer. 2, tu vas voir, tu vas bien. Les lycéens qui vont t'écrire pour te demander de Tant corriger mieux. leur TPE et tout, tu vas voir, tu vas t'amuser. Tant mieux, c'est bien. mon côté prof. Amuse-toi. Allez, merci Fabien. Merci Frédéric. Merci Romaric. J'espère quand Avec même plaisir. que le podcast aura permis de clarifier certaines choses, d'expliquer aussi que les positions peuvent changer, qu'on n'est pas figé dans le temps, qu'on n'est pas tous forcément d'accord, qu'il y a un esprit de corps parce qu'on est tous de très bons potes, mais que voilà, on n'est pas d'accord, on discute et donc mais que au fond, on se rassemble tous toujours aux premières minutes de ce podcast. Tout Et à à fait. cette à la fin, Définition de base. à cette définition de base. Oui. Hein, Voilà. clair. Merci. À bientôt tout le À monde. la prochaine. Râlez moins, jouez plus. Absolument. Ça fait Râlez moins, plaisir. Ciao. À bientôt.